Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Oui? Oui. Oui, très bien. Super. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer tranquillement pour permettre aux derniers inscrits de se connecter à notre visio. Bienvenue sur cet After Work deuxième épisode Voix de docteur. Donc, je suis Chloé Combet, je suis chargée des relations alumni et je suis accompagnée de ma collègue Candice Chailloux, chargée de la valorisation du doctorat. Donc, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui sur ce deuxième épisode de notre série de témoignages Voix de docteur. Comme vous le savez peut-être, si vous avez participé à notre premier épisode le mois dernier, nous vous donnons donc rendez-vous une fois par mois pour découvrir des témoignages de docteurs avec des parcours différents afin de découvrir leur avant, pendant, mais également après-thèse afin de vous permettre de mieux visualiser le monde de l'emploi et les possibilités après un doctorat. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à environ 19h15. Donc pour le programme de la visio, vous allez découvrir les témoignages de nos deux docteurs du jour, entrecoupés de 3 temps d'échange pour répondre à vos différentes questions. Et en fin de visio, on prendra un petit quart d'heure environ, donc 10 minutes à quart d'heure, pour vous présenter un outil, la plateforme UBFC Alumni, qui vous accompagne pendant, mais aussi après vos études, afin de développer votre réseau et vos opportunités de carrière, mais aussi d'être tenu au courant des événements que l'on fait, comme par exemple l'événement de ce soir. Donc, vous êtes inscrit au préalable sur la plateforme UBFC Alumni. Juste quelques petites préconisations pour le bon déroulé de la visio. Sachez que cette visio sera en français et sera également enregistrée pour être disponible ensuite sur différents canaux, donc par exemple sur la plateforme UBFC Alumni et également sur le site internet du Collège doctoral. Vous êtes nombreux ce soir. Nous ne pourrons pas prendre la fonctionnalité levée de main. Donc, on ne pourra pas la prendre en compte. Par contre, on met à votre disposition le chat qui doit normalement s'afficher sur votre côté droit de l'écran. Pour justement poser vos questions, échanger, donner votre avis, pourquoi pas écrire votre témoignage, etc. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Celles-ci seront reprises pour ensuite être posées sur les temps d'échange dédiés à cet effet. Donc même pendant les témoignages, n'hésitez pas à poser vos questions. Celles-ci seront mises de côté pour y répondre un peu plus tard. Merci également à tous de couper votre micro pour éviter tout bruit sonore parasite. Voilà un petit peu pour la visio. Je m'arrête là. Je vais donner la parole à ma collègue Candice et pour les témoignages de Charlotte et Gaëtan. Eh bien, merci Chloé pour cette introduction et cet accueil. Bonjour à toutes et à tous. Je me représente un petit peu. Je suis donc Candice Chailloux, comme Chloé vous l'a dit. Je suis chargée de valorisation du doctorat à UBFC. Pour les doctorants du BFC qui sont présents parmi nous ce soir, sachez que c'est moi qu'il y a derrière tous les petits mails carrière que vous recevez sur la plateforme Adoom. Voilà, vous pouvez mettre maintenant un visage sur ces mails. Pour vous dire, moi, mon poste, l'émission de mon poste, c'est vraiment essayer de vous aider, vous les doctorants, futurs docteurs, à vous donner des clés pour préparer au mieux votre poursuite de carrière. Et aussi, l'idée, c'est de valoriser votre diplôme, à la fois pour vous, mais aussi valoriser le diplôme de doctorat auprès des acteurs socio-économiques et les potentiels recruteurs de docteurs. Donc voilà un petit peu mes missions. Et parmi les clés qu'on souhaite vous donner pour votre poursuite de carrière, il y a cet événement After Work Voix de docteur, cette série d'événements dont Chloé vous a déjà un petit peu parlé, et on est vraiment très très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette deuxième édition qui visiblement a eu du succès puisque la première édition a accueilli des participants que nous retrouvons ce soir en fait, qui se sont inscrits ce soir. Donc merci pour votre fidélité. Puis si c'est la première fois que vous venez, on espère que cette deuxième édition vous plaira avec nos deux nouveaux témoins. Comme l'a dit Chloé, le principe, c'est de vous proposer une
un balayage en fait tout au long de l'année, une fois par mois, des voies de carrière possibles après un doctorat. L'idée, c'est de vous inspirer, c'est-à-dire que vous êtes la tête dans le guidon de votre thèse, vous devez dès à présent euh, vous préparer à votre poursuite de carrière. C'est pas toujours facile de partir d'une page blanche. Bien, nous, on vous aide à ne pas partir d'une page blanche en vous proposant des témoignages de docteurs en poste qui sont issus de disciplines différentes, d différentes, et qui vont vous faire part chaque mois de leur parcours professionnel, leur cheminement professionnel, qui est un cheminement finalement très singulier, très personnel. Mais on espère que parmi tous les témoignages auxquels vous aurez l'opportunité d'assister au travers de cette série Voix de docteur, certains vous inspireront, peut-être que vous vous identifierez à certains parcours et certains témoins. On espère vraiment balayer cette diversité pour vous montrer qu'après un doctorat, on peut faire plein de choses intéressantes, que ce soit dans le domaine académique ou dans le domaine extra-académique. Alors, on essaiera de vous proposer des témoignages d'un docteur en poste ou d'une docteure en poste académique versus un témoignage d'un docteur ou d'une docteure en poste extra-académique. Ce ne sera pas forcément toujours le cas, mais en tout cas, voilà, ce soir, on a 2 docteurs témoins qui ont accepté de se prêter au jeu du témoignage et que je remercie en premier lieu parce que vous avez passé du temps à nous livrer aussi en amont pour qu'on puisse préparer un peu ce moment-là, à nous livrer un peu votre parcours. Et c'était fascinant, c'était très intéressant une fois de plus. Alors ce soir, pour ce second volet de Voix de docteur, où la voix est donnée au docteur pour inspirer votre projet professionnel à vous, doctorant, j'appelle à la barre des témoins dans le rôle du témoin carrière académique Charlotte Sinding, qui est docteur en sciences de la vie, chargée de recherche actuellement au Centre des sciences du goût et de l'alimentation, qui est un laboratoire de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. On le connaissait plutôt sous le nom d'INRA avant, mais en tout cas, il s'est refait une beauté au niveau communicationnel. Merci beaucoup, Charlotte, d'être avec nous et bonjour à toi. Bonjour à tous, bonjour Candice et merci pour l'invitation. Alors, dans le rôle cette fois du témoin côté carrière extra-académique, j'appelle à la barre Gaëtan Lasserre, qui est docteur en instrumentation et informatique de l'image et qui est actuellement conseiller en propriété industrielle au cabinet Laurent et Charast à Lyon. Merci Gaëtan pour ta présence. Oui, merci pour l'invitation également. Donc, on va bientôt commencer. Comme l'a dit Chloé, on va vous proposer 3 grands actes, on va dire, dans ce spectacle de témoignage. Un premier acte sur l'avant et le pendant doctorat de nos témoins, qui sera suivi d'un temps d'échange avec les participants. Un deuxième, vraiment sur le juste après le doctorat et juste après, qu'est-ce qui s'est passé pour nos 2 docteurs, et qui sera également suivi d'un temps d'échange en direct avec les participants. Et puis, un dernier acte sera vraiment sur quelles sont les missions et les postes occupés par nos témoins de ce soir, par Charlotte et Gaëtan, et qui sera également suivi d'un temps d'échange. Donc, comme l'a dit Chloé, n'hésitez pas, dès que vous avez une question, à la poser sur le chat. Nous, on modérera. N'attendez pas qu'on vous donne l'opportunité de vous exprimer. Faites-le directement par écrit sur le chat. Eh bien, il est 17h40, on est super bien dans les clous. On va essayer de bien tenir le timing. C'est parti. Donc, je vais commencer par cette question. On commence le premier acte sur l'avant-doctorat. Tout d'abord, moi, j'avais cette question. Est-ce que vous pourriez me dire en quelques minutes, en 3 minutes chacun, nous décrire en quelques mots quel était votre parcours avant le doctorat et ce qui vous a amené à faire un doctorat? Je vais peut-être d'abord poser la question à Charlotte. Alors, donc le parcours avant doctorat, j'ai commencé par faire une licence sciences de la vie, donc assez classique. J'étais à Pierre et Marie Curie à Paris et je me suis orientée pendant ma dernière année de licence vers de l'écologie comportementale, donc c'est l'étude du comportement d'un groupe d'animaux en fait. Et je voulais me diriger, et ça c'était depuis longtemps, depuis le lycée, vers de l'éthologie, c'était du comportement et de l'étude du comportement animal. Donc j'ai tenté ensuite faire un master à Rennes sur du comportement animal.
Et c'est pendant cette licence et ce master où j'ai rencontré plusieurs professeurs qui étaient particulièrement intéressants et qui m'ont donné vraiment l'envie de faire un doctorat, bien que j'ai eu pendant ces enseignements plusieurs fois, on m'a dit que voilà, il fallait pas trop compter sur ni avoir une thèse, ni avoir un travail en tant que chercheur dans ce type de parcours. Donc, c'était un peu démoralisant, mais j'ai quand même continué et j'ai ensuite obtenu un doctorat à Dijon. Donc toi, tu avais envie d'aller vers le doctorat. Et toi, Gaëtan, quel a été ton parcours avant le doctorat et comment t'en es arrivé à faire un doctorat? Alors moi, oui, c'est un peu l'opposé de Charlotte. Charlotte, j'ai l'impression qu'elle avait une vision un peu tracée, enfin en tout cas, elle avait des aspirations profondes sur ce qui l'emmène aujourd'hui à son poste. Moi, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, hein. J'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Jusqu'en terminale, bon, j'ai suivi des études classiques, ES, sciences de l'ingénieur, tout ça, j'avais des facilités, ça s'est bien passé, mais j'étais pas non plus extrêmement brillant. Et ensuite, je voulais travailler rapidement, j'avais envie de gagner ma vie, d'être autonome, c'était un peu ma première préoccupation. J'ai fait un DUT après le bac, un diplôme universitaire qui permet normalement de rentrer dans la vie active très rapidement. Et il se trouvait qu'à partir du moment où le DUT était assez appliqué à des considérations techniques précises, ça m'a assez plu et j'étais pas mauvais du coup, j'étais dans les meilleurs. Et il se trouvait que j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une école d'ingénieur après mon DUT, ce qui était assez rare. Et du coup, j'ai été pris en école d'ingénieur à Dijon, à l'ESIREM, où j'ai suivi le cursus ingénieur. Et encore là, ça s'est bien passé. J'étais plutôt en général, les gens qui sortent de DUT dans les écoles d'ingénieurs ont plutôt des difficultés par rapport à ceux qui ont fait une prépa. Moi, j'étais plutôt très bon et j'étais dans les meilleurs également. Et après, après mon école d'ingénieur, tout naturellement, j'avais envie de travailler depuis longtemps. Donc, j'ai commencé dans le milieu du travail à poursuivre en tant qu'ingénieur. Et puis, des chercheurs de l'Université de Bourgogne, là, Patrick Marquier et Saverio Morfou, été qui avaient été mes professeurs à l'école d'ingénieurs ESIREM, m'ont proposé un sujet de doctorat. Et sans, sans avoir d'ambition de faire un tel doctorat, j'ai trouvé l'idée intéressante et je me suis dit pourquoi pas. Et donc je suis rentré en doctorat de cette manière, c'est-à-dire quelqu'un qui voulait pas faire forcément de longues études au début, qui, en suivant les opportunités de la vie, s'est retrouvé là. Et qui s'est puis après, voilà, j'ai enchaîné mon doctorat de cette manière-là. Et c'est comme ça que je suis rentré en doctorat à l'Université de Bourgogne. Donc, toi, c'était plutôt, non, j'ai pas spécialement envie de faire des études longues, mais finalement, l'opportunité, c'est l'occasion qui a fait le larron. Tu t'es dit, tiens, on me propose d'y aller, pourquoi pas, allons-y pour voir. Charlotte, toi, c'était plutôt le goût de cette démarche que tu avais envie d'approfondir depuis un moment. Ok, donc bah, merci déjà pour ce premier témoignage sur l'avant-doctorat. Alors, à partir du moment où vous avez eu cette opportunité, vous étiez financés hein, tous les deux sur votre doctorat. Hein. Oui, moi j'avais une bourse ministérielle du coup. C'est Ouais. un des types de doctorat, voilà. Voilà, moi aussi une bourse Avec ministérielle et j'avais un contrat de moniteur aussi en même temps qui était cumulé. D'accord. Et alors, là, on passe à la phase où vous démarrez votre doctorat et où vous faites votre doctorat. J'imagine, et on le sait tous, que l'expérience doctorale est une expérience assez forte qui a pu impacter aussi votre projet professionnel. Est-ce que vous pourriez m'en dire davantage sur justement votre doctorat? Alors bon, en quelques mots, votre discipline, votre sujet de recherche, est-ce que vous sauriez le définir en quelques mots? Et puis après, parler de votre vécu, de ce cheminement que vous avez fait, vécu professionnel, mais aussi personnel, parce qu'on sait que les deux sont quand même souvent liés dans l'expérience doctorale, et en quoi cette expérience-là, elle a impacté votre projet de carrière. Gaëtan, allez. Euh, donc, moi, quand je suis sorti de mon école d'ingénieur, j'étais un peu la caricature de l'ingénieur, quoi. J'étais quelqu'un qui était assez bon techniquement, qui était capable de résoudre des problèmes assez rapidement et plutôt souvent, mais qui était assez fouillis dans ses analyses. À l'écrit, j'étais pas quelqu'un de très soigneux et j'étais pas forcément très bon en anglais. Ou voilà, les à côté étaient, disons, assez bruts. Et voilà, c'était moi, c'était à peu près mon profil.
pendant le doctorat, le sujet qui m'a été proposé était assez intéressant, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis passé dans le doctorat. J'ai travaillé dans l'électronique et l'informatique, dans le domaine également du traitement d'images. On a essayé de reproduire le comportement physiologique d'un neurone humain en électronique. C'est-à-dire qu'il y avait des grands chercheurs qui ont ouvert le cerveau de singes, par exemple, et qui ont pu, avec des électrodes, capter les flux nerveux à l'intérieur des électrodes, à l'intérieur des neurones du cerveau, et en modélisant le comportement électrique qui se passe dans le cerveau, des mathématiciens de renom ont pu faire des équations. Ça s'appelle les équations, par exemple, de Bonhoeffer-van der Pol. Et ces équations-là, elles sont censées reproduire la dynamique d'un neurone humain. Et nous, notre travail, ça a été d'essayer de réimplémenter ça en électronique, parce qu'à base de ces équations, il y a plein de gens qui avaient fait des simulations numériques et qui avaient montré que, ah oui, alors ça se comporte comme ça, alors ça se comporte comme ça. Et le fait de le réimplémenter, de le refaire pratiquement, ça permettait de vérifier si tous les dérives qu'on voyait dans les simulations numériques étaient réalistes, ou si certaines de ces comportements n'étaient pas dus à des artefacts de simulation, etc. Donc, dans ma thèse, j'ai fait une partie où j'ai refait ces simulations, enfin une partie d'analyse, comme tout le monde, de ce domaine que je connaissais pas, une partie où j'ai refait des simulations numériques sur les serveurs du CRI à l'époque, qui était un des plus gros serveurs français, donc j'ai pu me confronter à la programmation partagée, qui était un domaine assez intéressant et pas très connu, et après beaucoup de manip électroniques pour faire des tests sur l'implémentation qu'on avait réalisée. Et mon vécu dans tout ça, j'ai eu un gros travail à faire pour arriver à me cadrer, à être plus consciencieux, à être plus propre dans mes analyses. Et j'ai été confronté, peut-être plus durement ou plus souvent qu'avant, à l'échec. Le doctorat, c'est aussi apprendre qu'on sait pas tout, ou alors qu'on maîtrise pas, et on est face pendant longtemps à des situations d'échec, on est obligé de se remettre en question. Et ça, par moments, c'était difficile, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était très formateur pour moi d'apprendre qu'il ne faut pas venir avec ses gros sabots, comme le stéréotype de l'ingénieur, à être sûr de tout, et apprendre à douter sainement pour avancer. Je trouve que c'est quelque chose qui m'a changé, ça c'est sûr. Et personnellement, c'est le retour que j'en ai. Après, ça fait quelques années quand même depuis mon doctorat, donc le cerveau a une capacité phénoménale à oublier les choses traumatisantes, mais je sais que avant et après le doctorat, je suis plus tout à fait l'ingénieur brut comme j'ai pu l'être à l'entrée de mon doctorat, mais il y avait encore beaucoup de travail, et ça m'a en tout cas mis sur la voie d'une réflexion plus posée, plus lente sur des problèmes complexes, et personnellement, je pense que ça m'a appris à me structurer. Et puis il y a eu des côtés, j'imagine, comme beaucoup d'entre vous ici, longs, où du coup ça avance pas, et ça c'était des domaines un peu frustrants. La lenteur que peut prendre l'esprit humain pour trouver des solutions différentes de ce qui existe, à la lecture de tout ce qui existe. On est face à un monceau de connaissances, à des gens qui ont réfléchi pendant des années sur des sujets, avant de mettre notre pierre à l'édifice de la recherche. C'est quand même quelque chose qui paraît par moments très complexe, et voilà. À la fin de ma thèse, j'avais un peu la déception de ne pas avoir apporté une contribution au milieu scientifique à la hauteur de ce que j'espérais peut-être en rentrant dans le doctorat. Mais ça, c'est peut-être un avis subjectif, quoi. Oui, toi, tu m'expliquais quand on préparait un peu l'afterwork, que ça a été, ton vécu du doctorat, ça a été ni traumatisant ni galvanisant, en fait. Voilà. J'ai trouvé que c'était intéressant, mais j'ai pas été non plus transcendé par mon quotidien en tant que docteur. Il y avait, je suis un peu mitigé sur la période. En tout cas, je savais pas si à l'issue de mon doctorat, si je voulais continuer ou non dans le monde de la recherche. J'étais pas galvanisé par ce monde-là, mais voilà. Ok, Charlotte, du coup, de ton côté, toi, tu as eu une expérience un peu différente par rapport à ton vécu de l'expérience doctorale?
Oui, alors il y a des choses similaires, bien sûr, parce que je pense on partage un certain nombre de vécus, enfin d'expériences et de vécus qui se rapprochent. Mais moi, c'est vrai que je venais du coup d'un master qui était assez, où il y avait peu de thèses disponibles finalement dans le domaine que je faisais en éthologie. C'était assez fermé. Et en plus, dans le master que je faisais, seuls les 2 premiers tiers de la classe pouvaient prétendre à une thèse. Du coup, on était assez poussé quand même à candidater vers des thèses, ce qui moi me plaisait. Donc, j'ai candidaté sur plusieurs thèses et l'une d'entre elles qui me plaisait particulièrement, c'était celle qui était assez en lien avec ce que je faisais dans mon stage de master, puisque j'étudiais les phéromones de Blatt, donc, sur les cafards. Et donc, cette thèse, elle proposait d'étudier les phéromones chez les lapins, les phéromones qu'émet la mère au moment de l'allaitement, et qui permettent aux lapros donc, de reconnaître le moment de la tétée et de venir téter. Et ça, ce n'est pas directement le sujet de ma thèse, mais ce qui m'intéressait, c'était qu'il y avait une question qui était de comprendre comment on perçoit la complexité des odeurs et comment on perçoit notamment l'ensemble des mélanges d'odeurs avec une partie sur l'animal et une partie sur l'humain. Donc la même question était adressée sur 2 modèles différents en parallèle. Et ça m'intéressait bien puisque ça me permettait d'avoir un regard en parallèle sur une même question de recherche avec 2 différentes approches puisqu'on ne fait pas les mêmes choses chez l'animal ou chez l'humain. Et dans cette thèse, donc, j'ai pu explorer ces 2 aspects et aussi un dernier aspect qui était particulièrement intéressant, qui était la discipline des neurosciences, où on allait voir aussi comment notre cerveau allait interpréter la complexité des odeurs et reconnaître soit les différentes odeurs en mélange, soit une odeur uniforme pour l'ensemble du mélange. Donc ça, c'était un peu la thématique de recherche. Et ce qui m'a particulièrement plu, c'était qu'à partir de la thèse, j'ai eu un espèce de déclic dans le traitement, ma démarche intellectuelle qui a vraiment évolué assez rapidement à partir du début de la thèse. Et du coup, j'ai pu vraiment aussi prendre en charge la thèse en entier, puis développer certains aspects. On m'a laissé beaucoup de liberté, donc j'avais des encadrants qui étaient assez flexibles et qui m'ont fait confiance pour certaines études. Donc, j'avais beaucoup de latitude sur ce que je pouvais faire. Donc ça m'avait beaucoup plu. Et voilà, donc c'était vraiment l'aspect développement intellectuel sur la construction d'une démarche de recherche. Voilà. Donc, si je comprends bien, si je résume, on a d'une part Charlotte qui s'est un peu révélée à la démarche intellectuelle de la recherche durant son expérience doctorale. Donc, par rapport à ton projet professionnel, je suppose que à l'issue de ton doctorat, ou du moins pendant ton doctorat, ton projet de carrière, tu le visualisais plutôt comment Alors moi, j'avais très envie de continuer. J'avais envie surtout de pouvoir encore plus développer mon propre projet de recherche. Et pour faire ça, c'était en post-doctorat. Donc, j'ai ensuite fait un post-doctorat en Allemagne. Et toi, Gaëtan, pendant ta thèse, tu te disais quoi par rapport à ton projet? Je savais pas exactement où allait me mener mon projet. J'imaginais que si je pouvais avoir ma propre direction de recherche, ça pourrait certainement être plus sympa que l'autonomie un peu moindre que j'avais quand j'étais en poste, mais je savais pas si ça me plairait complètement ce métier. C'est-à-dire, je savais pas si tous les à côté, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être trop de temps alloué à des choses qui n'étaient pas des choses qui m'intéressaient, comme la recherche de financement ou ces choses-là, qui j'avais du mal à savoir si j'étais vraiment sûr de vouloir faire un doctorat, et je me laissais plutôt ouvert aux différentes pistes possibles. Je crois que j'étais dans cet esprit-là, de se dire, bah, écoute, un doctorat c'est bien, c'est aussi l'aboutissement des plus hautes études qu'on peut faire dans l'électronique ou dans l'informatique.
C'est très intéressant. Maintenant, est-ce que je veux continuer à faire de la recherche ou pas? Les deux pistes restaient ouvertes pour moi. Oui, ouvert aux opportunités. Voilà. Charlotte, toi, le côté extra-académique ne te tentait pas du tout, il me semble. Non, ça me tentait assez peu parce que donc, je faisais ma thèse au Centre des sciences du goût et de l'alimentation où il y avait aussi beaucoup de thèses de CIFRE, donc des thèses en partenariat avec un industriel. Donc c'était souvent industrie de l'aromatique et industrie de la parfumerie. Et je voyais les échanges qu'avaient les étudiants avec les industriels qui étaient souvent compliqués, qui me paraissaient en tout cas compliqués. Je n'avais pas l'expérience de ça pendant mon doctorat. Et donc, il me semblait aussi que ils étaient un peu muselés finalement, qu'ils n'avaient pas forcément la possibilité de faire de développer les projets qu'ils avaient envie de développer. Et j'avais vraiment cette envie-là, moi, pendant le doctorat, de pouvoir explorer différentes choses, de pouvoir tester différentes choses. J'avais aussi 2 encadrants qui étaient relativement jeunes et qui débutaient aussi leur projet de recherche et qui donc faisaient aussi beaucoup développaient différents projets, et puis on avait la possibilité de tester beaucoup de choses. Donc j'avais possibilité de faire des études en évaluation sensorielle avec des personnes qui venaient au laboratoire, de leur faire des tests aussi chez eux, de faire des tests sur l'animal avec de différentes façons, puis de faire des neurosciences, puisque au contact de personnes dans les congrès, j'ai été aussi beaucoup dans des différents congrès. J'ai pu rencontrer des personnes avec qui j'ai noué des contacts que mes encadrants connaissaient aussi à l'époque. Ils m'ont facilité la tâche pour aller vers eux. Et il se trouve que j'ai pu faire un bout de ma thèse en neurosciences avec un chercheur en Allemagne qui travaillait sur ces questions. Là, on commence à dévoiler un peu l'acte 2. Il y avait juste quelque chose que je voulais resignaler, pareil, sur notre préparation, Charlotte, où tu me disais aussi qu'il y avait eu beaucoup de discours pendant que tu étais en doctorat qui vous enjoignaient, vous, les doctorants, à finalement plutôt aller regarder du côté académique, en disant extra-académique, et que finalement, malgré ces discours-là, qui pouvaient être un peu décourageants, toi, tu as choisi aussi de t'accrocher à cette appétence-là pour la recherche académique et de persévérer là-dedans au risque potentiel d'échouer, en fait, parce qu'on te disait qu'il n'y avait finalement pas beaucoup de postes pour beaucoup de demandes. Ouais, ça a été un peu un leitmotiv depuis la licence, en fait, où on me disait il n'y a pas de doctorat, il n'y a pas de place de chercheur. Pendant le doctorat, on avait énormément de formations, et je pense que c'est encore le cas, où on nous disait allez vers l'industrie, il y a beaucoup plus de possibilités. Il y avait aussi une politique ministérielle qui poussait les doctorants à aller vers l'industrie parce que, et c'est vrai, il y a quand même peu d'emplois dans la recherche publique. Mais du coup, pour les personnes qui ont cet intérêt pour la recherche et une volonté de travailler dans la recherche académique, ça peut être un peu dur, et je pense que ça peut casser et briser un peu des carrières. Et puis, il y a des gens qui sont très talentueux, qui feraient des très bons chercheurs et qui, comme ils sont beaucoup poussés vers l'industrie, peuvent passer à côté de ces postes, parce qu'il y en a quand même. Donc ça, c'était effectivement quelque chose qui me dérangeait, en tout cas pendant le doctorat, c'est que j'avais l'impression de faire un doctorat pour aller vers la recherche académique et qu'on me disait sans cesse qu'on n'y arriverait pas, que c'était pas possible. C'était pas à moi spécialement, c'était à tous les étudiants en doctorat. D'accord. En ce qui concerne les questions dans le chat, là, je pense que celle de Clarisse, on va y répondre à l'acte 2, en parlant un peu de notre expérience, mais celle d'Esther est... Tout à fait. Alors, peut-être plus d'actualité là dans cet acte 1. Chloé, je te laisse reprendre par rapport aux questions. Effectivement, on va commencer le temps d'échange. Gaëtan, merci, désolé, super. Je croyais qu'il fallait y répondre en même temps. Il n'y a pas de souci. Gaëtan. Merci, tu lances le moment d'échange. Donc, n'hésitez pas, pendant qu'on répond à la question d'Esther qui va être posée via Chloé, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions. On a une petite dizaine de minutes si tout va bien. Et puis s'il n'y a pas de questions, on passera
à l'acte 2. Donc, allons-y. Chloé, veux-tu bien nous poser cette question d'Esther? Alors, justement, oui, Esther. Donc, elle vous pose une question de votre expérience doctorale. Qu'est-ce que vous répondriez à un jeune diplômé qui voudrait savoir pourquoi faire une thèse? Je te laisse répondre en première, Charlotte. Alors, pardon, oui, j'étais en train de me concentrer sur les neurones de Gaëtan connectent trop vite, Mais c'est ça, pour c'est ça Lionel m'a un peu qui. déconcentré. Oui, nous avons un participant un petit peu C'est ça. rigolo là, qu'on connaît bien. Alors, un jeune diplômé qui voudrait savoir pourquoi faire une thèse, donc pour moi, il faut bien réfléchir à pourquoi on fait une thèse, effectivement. Je pense que c'est quand même c'est pas un choix qui est simple et ça demande quand même un grand investissement et une motivation quand même très très forte. Donc je pense que il faut avoir une envie déjà pour le faire. Et il faut savoir par contre que la thèse, ça donne accès à énormément de postes différents. Dans la recherche académique, c'est obligatoire, donc voilà, là, il n'y a pas trop le choix. Voilà, si on veut être chercheur, en gros, si vous ambitionnez de faire de la recherche plus tard, il faut faire une thèse. C'est pas le choix. Voilà. Après, en tant qu'ingénieur, par exemple, pour ceux qui font des études d'ingénieur, et puis Gaëtan pourra préciser, hein, puisque c'est sa formation au départ, pour un certain nombre d'ingénieurs qui sont recrutés dans des laboratoires publics, par exemple, souvent une thèse est favorable, en fait. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est souvent demandé. Donc, dans certains profils de poste d'ingénieur, il est même explicitement demandé d'avoir un doctorat. Donc, il y a beaucoup de postes finalement dans la recherche académique, pas que les postes de chercheurs, mais qui demandent d'avoir une thèse. Pareil pour les maîtres de conférences, il faut aussi avoir une thèse. C'est vrai, Charlotte a tout à fait raison sur les opportunités de carrière, les possibilités d'embauche derrière avec la thèse. Mais si on regarde ça d'un autre point de vue aussi, quand on fait des études, disons, on apprend un certain nombre de choses et on se rend compte quand on a fait une thèse que les choses qu'on a apprises étaient beaucoup plus simplistes que ce qu'on peut apprendre après en thèse. En gros, là où je veux aller, c'est si on veut développer un peu ses connaissances dans un domaine précis, je crois que la thèse est le bon outil. Si on a soif, en tout cas, de développer ses connaissances. Si on a envie d'aller un peu plus loin, je sais pas, je vais dire des bêtises, on apprend quand on est en électronique la loi d'Ohm, U égale RI, jusqu'à la fin de l'école d'ingénieur, on va appliquer la loi d'Ohm à tout un tas de circuits électroniques et c'est une fois arrivé en thèse qu'on va se rendre compte que la loi d'Ohm, oui, peut-être, mais dans certaines conditions, on est plutôt U égale RI fois epsilon de un certain nombre de valeurs parce qu'à des limites de température, à des limites de choses, on n'est plus dans les mêmes comportements. Et pour dépasser ce cap de choses qu'on apprend depuis le lycée jusqu'en fin de cycle d'ingénieur, on va apprendre à développer correctement tout un certain nombre de notions, mais il n'y a que le doctorat qui nous permet vraiment d'aller bien au-delà et de prendre le temps d'appréhender des notions complexes. Donc si on a le goût, si on a l'envie déjà de découvrir ces choses-là, c'est difficile de les découvrir dans un cycle ingénieur ou même dans un cycle de master uniquement. Enfin, moi, c'était mon ressenti, mais peut-être Charlotte, t'as pas tout à fait le même. Non, quoi. je suis complètement d'accord. Hein. Le point important, c'est la soif de connaissance. C'est sûr qu'on ne fait pas une thèse pour être bien payé, ça on le sait, que c'est pas voilà, que c'est pas pour ça qu'on va faire une thèse. Par contre, pour les personnes qui ont cet intérêt pour vraiment intégrer des connaissances, parce que pendant surtout en France, hein, la formation universitaire, elle est très théorique, même si on a des TP, etc. Elle est très théorique et finalement, le moment où on arrive à intégrer un peu ces connaissances, puis aller beaucoup plus loin qu'intégrer les connaissances, puisqu'on devient des spécialistes en fait d'un domaine, hein, à la fin de la thèse, on devient vraiment le meilleur spécialiste sur la question qui était le sujet de thèse. Donc, je reprends toujours ce terme, c'est un vrai développement intellectuel qui peut être très récompensant et moi, c'était un vrai épanouissement personnel, en fait, de ce point de vue-là. Et c'était quelque chose qui me manquait aussi pendant le lycée, c'est sûr, et un peu pendant l'université, où on était un peu livrés à nous-mêmes, mais on n'avait pas un vrai
sujet sur lequel on pouvait se concentrer finalement. Est-ce que vous avez eu des périodes pendant votre doctorat plus fastes que d'autres je sais que dernièrement, sur le dernier Afterwork, on a senti parmi nos témoins qu'il y avait eu c'est un peu les montagnes russes. Est-ce que vous dans votre expérience, dans votre vécu du doctorat, vous avez ressenti un peu des jalons différents d'une année sur l'autre? Ouais. Alors, je peux peut-être commencer. Moi, j'ai vraiment eu cette sensation-là, et je pense que c'est un peu des étapes nécessaires. Alors, c'est comme ça que je l'ai vécu, puis j'encadre maintenant des étudiants en thèse, donc je me rends un peu compte qu'ils ont aussi ces étapes-là. Il y a une étape où on rentre dans le sujet, puis on est encadré, et on nous explique un peu, voilà, les premières années, ça va être un peu comme ça. On a une phase d'étude bibliographique sur la question pour cerner un peu la question. Puis on a une première expérience qui est assez préparée en général. Donc voilà, on peut démarrer avec des choses qui sont un peu déjà préparées. Et après, dans les années qui suivent, il y a eu une phase, moi j'ai eu une phase où je me suis sentie un peu livrée à moi-même. Et alors c'est un peu perturbant parce que du coup on se dit mais comment on va y arriver? On sait tout ce qu'il nous reste à faire parce qu'on connaît quand même les autres étapes qu'il y a ou les autres questions qu'il y a à résoudre, mais on n'a pas forcément les clés tout de suite pour les résoudre. Et c'est là où il va falloir s'approprier son sujet et puis arriver à s'emparer des connaissances qu'on a déjà. On en a beaucoup pendant notre cursus universitaire, qu'on va pouvoir utiliser, les mettre en place. Et c'est là où ça devient intéressant finalement. Pour moi, c'était cette étape qui était intéressante, et arriver à franchir cette étape, c'est aussi, c'est vraiment agréable finalement. Alors après, je finis juste sur la rédaction de la thèse, qui est encore une autre étape un peu dure, mais je laisse Gaëtan parler. Non, mais moi, l'étape de rédaction, je ne l'ai pas trouvée. Enfin, voilà, chacun appréhende. La rédaction, moi, c'est dès le début où c'était difficile, quoi. Il y a eu, les phases de rédaction, notamment des publications, pour moi, c'était difficile aussi. Donc, il y a eu des phases de rédaction pendant toute la thèse, finalement. Après, à la fin, bon, il y a. Bon, je sais pas. Peut-être que toi, Charlotte, tu es plus au contact encore de gens qui font des thèses, donc peut-être que moi, on oublie. Enfin, il s'est passé plus de 10 ans depuis que j'ai passé mon doctorat. Donc, les phases difficiles, de toute façon, c'est sûr qu'on les oublie à terme. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'on peut indiquer à tous les doctorants qui sont là. C'est que le cerveau a une capacité d'oubli qui est phénoménale, et c'est peut-être sa plus grande capacité. C'est que les moments les plus durs, on les a oubliés. Quand même. Voilà. Voilà, moi, je me souviens des bons moments, du fait. Je me souviens beaucoup des bons moments et un peu moins des mauvais moments, mais je suis certain qu'il y en a eu. Et puis, c'est pour tout le monde pareil, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de miracle. Appréhender un sujet aussi complexe et aussi spécifique, avec des notions, comme j'expliquais, qu'on était à milieu d'entrevoir ou de comprendre, ça nécessite forcément des phases d'échec qui peuvent être douloureuses, quoi. Ok, super. Alors, je sais Super, pas. vous avez échoué. Non, merci pour ce témoignage sur l'avant et le pendant doctorat. A priori, nous n'avons pas d'autres questions concernant ce premier acte, donc on va pouvoir passer à l'acte 2 qui concerne le juste après, quoi. Donc, je vais peut-être laisser Charlotte d'abord développer un petit peu quel a été ton parcours. Donc, voilà. Tu as commencé un petit peu à nous dévoiler un peu, puisque tu nous as dit que tu avais réalisé un post-doc. Est-ce que tu peux nous détailler un peu, en 7 minutes, l'expérience professionnelle que tu as eue jusqu'au poste que tu occupes actuellement, donc le passage par ce fameux post-doc, et puis peut-être potentiellement les candidatures à d'autres postes, et puis le vécu que tu en as eu, et une fois de plus, comment ce vécu, comment tu as adapté ton projet, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, voilà. Alors, donc j'ai commencé un peu à expliquer effectivement que c'était pendant les congrès, donc c'était l'époque où on pouvait faire des congrès. Malheureusement, là, cette année, c'est un peu plus compliqué, mais j'espère que les doctorants arrivent quand même à rencontrer des gens, même si ce n'est pas en présentiel. Mais il se trouve que pour moi, les congrès, ça a été vraiment des moments où j'ai pu rencontrer différentes personnes, dont 2 personnes avec qui je voulais faire un postdoc. Donc un premier avec qui j'avais fait une partie de ma thèse, donc c'était en Allemagne à la Smell and Taste Clinic.
C'était une personne qui a un ponte dans le domaine des neurosciences liées à l'olfaction et à la gustation. Donc c'était particulièrement intéressant. Et lui me proposait de continuer après ma thèse avec lui pour faire un postdoc. Donc c'était déjà une super nouvelle parce que du coup, je n'avais pas de temps mort finalement où je me disais il va falloir que je trouve un postdoc, etc. Par contre, j'avais aussi rencontré un autre chercheur qui travaillait sur l'animal, donc j'avais toujours les deux côtés qui m'intéressaient beaucoup. Et il travaillait, lui, sur la perception olfactive chez différentes espèces, dont des souris, des singes et des éléphants. Donc c'était assez passionnant, quoi. Donc il allait dans des zoos, il avait construit des olfactomètres pour faire sentir les odeurs aux éléphants. Enfin, c'était vraiment passionnant, quoi. Sauf qu'avec lui, il voulait aussi bien que je fasse mon postdoc avec lui, mais il n'avait pas de financement. Donc, il fallait mettre en place, faire une demande de financement pour pouvoir partir en postdoc. Avec le premier chercheur, Thomas Hummel en Allemagne, je pouvais avoir directement 2 années de postdoc avec lui, ou 1 année et demie. Donc, finalement, par un peu facilité d'une certaine façon, mais aussi parce que je savais que j'avais déjà travaillé avec lui, que c'était une personne que j'appréciais beaucoup, que son laboratoire, c'est un laboratoire où il y avait énormément d'étudiants étrangers qui venaient d'un peu partout dans le monde, donc c'était vraiment super enrichissant en fait de travailler là-bas. Dans l'autre laboratoire, il n'y avait pas vraiment de laboratoire, il n'y avait pas vraiment d'autres étudiants, donc les conditions étaient beaucoup plus incertaines. Et puis, j'étais même pas sûre de pouvoir y aller, en fait. Donc, voilà, j'ai choisi l'option d'aller en Allemagne qui s'est révélée très, très positive pour moi. Et alors, donc, tu es partie? Et donc, je suis partie. Tu étais partie pour 1 an, c'est ça, mais finalement, ça a avéré que ça a duré plus longtemps que prévu. Oui. J'étais partie pour 1 an au départ, et puis ça a duré 3 ans. Donc, la première année, j'avais un contrat d'1 an. Et puis, j'ai pu ensuite continuer pendant 2 ans, mais avec des plus petits contrats. Donc, au début, c'était un contrat de 6 mois, puis un contrat de 2 mois, puis un contrat d'1 mois. Puis, il n'y avait plus de contrat, il fallait que je trouve des sous pour mon salaire. Donc, ça devenait de plus en plus compliqué. Mais par contre, le Thomas Hummel, qui était mon directeur de postdoc, avait vraiment envie que je continue avec lui, mais la situation devenait vraiment compliquée. Donc, du coup, au bout d'un moment, voilà, j'ai essayé de trouver une solution un peu moins stressante où je pouvais avoir un poste un peu plus long. Et puis, 3 ans de postdoc, c'était déjà bien. Et puis, voilà, aussi d'un point de vue personnel, j'avais mon conjoint qui était en France, donc c'était aussi compliqué pour gérer ces aspects de distance au niveau personnel. Et donc, c'est au bout de ces 3 ans que j'ai décidé que j'allais essayer de rentrer, en tout cas. Et concrètement, le postdoc en lui-même, t'as convenu, tu t'es senti bien dans cette expérience-là. Ouais. Quelle a été selon toi la différence que tu as pu rencontrer potentiellement entre ton expérience de doctorat et le post-doctorat, par exemple? Alors, le post-doctorat, j'avais eu ce dilemme au début du post-doctorat, c'est que pour le coup, Thomas Hummel m'accueillait volontiers, mais sans aucun sujet. Donc, il fallait que je vienne et que je propose un projet, etc. Donc, j'avais ce dilemme, est-ce que je continue sur ce que j'avais fait pendant mon doctorat ou est-ce que je propose quelque chose de nouveau? Et comme j'avais envie de pouvoir faire mon propre projet, de pouvoir développer quelque chose, j'ai proposé quelque chose d'un peu différent. Donc, j'ai travaillé sur l'habituation olfactive et puis sur le lien entre l'habituation olfactive et différentes pathologies, notamment l'autisme ou d'autres types de pathologies. Et donc, j'étais partie là-dessus. Et pour ça, c'était vraiment super parce que du coup, j'avais tout à construire et que je pouvais faire mes essais. Et ça, c'était vraiment bien, mais c'était difficile aussi parce que j'ai fait énormément d'erreurs. Donc, voilà, c'était une des grosses différences, c'était de pouvoir développer, s'essayer finalement à ces projets, s'essayer à faire de la science, puis acquérir toutes les autres
compétences qu'on doit avoir pour faire de la recherche avant d'être vraiment entré en poste, en fait. Donc, il y a cet aspect aussi autonomie dont tu parlais par rapport au doctorat, déjà qui t'avait un peu... t'avais apprécié en fait l'autonomie que tu avais déjà en doctorat. Là, tu as eu encore une montée en compétences par rapport à l'autonomie qu'on te laissait, avec tout le vertige que ça peut générer, mais aussi toute la satisfaction quand ça fonctionne, j'imagine. Ouais, exactement, c'était ça. Et puis il y avait aussi, donc je pense que ça se passe beaucoup comme ça dans les labos étrangers aussi. Donc ça a été aussi une vraie découverte. C'était, je connaissais un peu le fonctionnement de la recherche en France, pas du tout ou assez peu le fonctionnement de la recherche à l'étranger. Je me rendais compte dans les congrès que les chercheurs avaient beaucoup d'étudiants, que ce soit en postdoc, en thèse, etc. Et là où j'ai été en postdoc, par exemple, mon encadrant, il encadrait une quarantaine d'étudiants en simultané, quoi. Donc chacun développait son projet dans son coin, mais lui, bien sûr, il ne pouvait pas intervenir sur chacun des projets. Donc c'était vraiment, là, on avait vraiment l'autonomie complète. Puis ils nous envoyaient à droite, à gauche faire des conférences, parler de différentes choses, etc. Mais donc fallait y aller, quoi. Fallait pas être trop impressionné pour donc voilà, c'était un peu l'apprentissage avec les mains dans le cambouis et puis sur le tas, quoi. Donc, c'était bien et c'était aussi difficile d'un certain côté. Voilà, je ne me souviens plus du début de ta question. Donc je suis partie en voilà, digression. non, pas du tout. Du coup, la précarité quand même relative à la fin de ce postdoc, le manque de visibilité sur l'après, le facteur vie personnelle qui est quand même un facteur quand même non négligeable quand même dans un projet de carrière. C'est forcément impacté par notre vie personnelle. Tout ça, ça t'a fait revenir un petit peu, tenter de revenir au travers de candidatures. Et là, je te laisserai en quelques minutes nous dire un petit peu comment t'en es arrivé à aujourd'hui à être chargé de recherche et notamment tes candidatures que tu as pu effectuer. Alors oui, quand j'ai fini donc ces 3 ans de postdoc, je ne me disais pas forcément que j'allais avoir un poste de chercheur. Parce que je savais que c'était extrêmement difficile et qu'il y en avait peu en fait. Par contre, je savais que je voulais revenir en France, alors pas seulement pour l'aspect personnel, mais aussi parce que la façon de faire la recherche dans le laboratoire où j'étais, c'est assez semblable dans beaucoup de labos étrangers, c'était une recherche qui me convenait beaucoup moins que celle que j'avais apprise en France. Parce qu'on travaillait sur beaucoup de projets différents à la fois, parce que notamment il y avait des financements industriels derrière qui étaient sur des temps assez courts, et ça nous demandait finalement d'effleurer beaucoup de différentes thématiques sans aller vraiment dans le fond du problème. Et moi, c'est ça que j'aimais beaucoup, c'était aller dans le fond d'un problème, d'y travailler pendant plusieurs années de suite, etc. Ce que j'ai essayé de faire en Allemagne, mais qui n'était pas toujours facile parce que voilà, les financements venaient de personnes différentes et donc forcément, ils avaient des objectifs différents auxquels il fallait répondre. Donc ça, c'était un aspect qui me faisait envie de revenir en France, de pouvoir avoir ce type de recherche qui me convenait plus particulièrement en tout cas. Et donc pour revenir en France, j'avais l'option de continuer de faire un autre postdoc, donc j'ai candidaté sur plusieurs postdocs en France, mais pas que. J'avais candidaté en Angleterre, en Suède, voilà, dans plusieurs pays différents. Et je n'ai pas été prise, soit je n'ai pas eu de réponse, soit j'ai eu des refus, soit j'ai eu des premières étapes qui sont passées, puis pas les autres. Donc voilà, ça n'a pas forcément marché. Et puis, il y a eu un jour, donc je vois apparaître dans les concours, je regardais aussi les concours pour être chercheur dans la fonction publique. Et donc, il y a eu un concours INRA sur une thématique qui m'intéressait. Et j'avais donc candidaté et j'avais été sélectionnée sur la première étape, puisqu'il y a une étape de sélection sur dossier, et je n'avais pas été prise sur la sélection orale. Donc ça, c'était la première année. Et la deuxième année, il y avait un sujet qui était beaucoup plus proche de ce que je faisais. Et j'ai recommencé donc la même étape de candidature. Et sur celui-là, donc j'ai été retenue pour être chercheur. Ok, super. Peut-être avant de te faire intervenir, Gaëtan, on a eu ce commentaire de Lionel. Chloé, je te laisse le lire juste
peut-être par rapport à l'acte d'avant, sur le pendant doctorat. Oui, effectivement, Lionel soulève le point concernant les galères, les moments où on se sent bête dans le doctorat. En tout cas, moins intelligent que tous les auteurs qu'on lit. Donc, il se demandait, voilà, est-ce que cet oubli ne pourrait pas expliquer le fait que certains directeurs, directrices ont du mal justement à aider des doctorants pendant ces phases compliquées de leurs études, de leur cursus? Est-ce que le fait qu'on oublie, comme vous avez pu le dire, qu'on oublie les mauvais moments, bah, ça aide pas à être de bons encadrants quand on est en poste et qu'on encadre des doctorants, quoi? Alors, moi, je suis moins collé au domaine de la recherche que Charlotte, mais je pense qu'il y a peut-être de ça, il y a peut-être aussi du fait qu'ils ont besoin qu'on acquiert une certaine autonomie, donc il faut peut-être nous laisser galérer. C'est malheureux, mais peut-être qu'il faut qu'on apprenne à se débrouiller tout seul. Donc, pour acquérir l'autonomie, il faut peut-être laisser les personnes aussi se débattre avec les difficultés. Et je ne sais pas si Charlotte, toi, tu vois une autre interprétation de ça. Alors moi, je me suis toujours dit justement que j'essayerais de me souvenir pas de faire ce qui ça. avait été vraiment très dur et de ne pas le faire. Je ne sais pas si j'y arrive, mais j'essaye, en tout cas sur certains points où ça a été particulièrement difficile. Je sais notamment que un point que moi j'aurais aimé avoir plus, c'était par exemple qu'on me donne des astuces, en tout cas les astuces ou des processus par lesquels mes encadrants seraient déjà passés pour aller plus vite dans dans de la méthode en fait. Des astuces méthodologiques qui me feraient aller plus vite sur certains points, parce que j'ai eu l'impression dans ma thèse de perdre beaucoup de temps parfois sur certaines choses. J'essaye de le faire. Après, je pense que je ne le fais pas parfaitement et je ne suis pas sûre qu'il faille le faire non plus, puisque un bon moyen d'apprendre la méthode, c'est aussi de le faire un peu par soi-même. Donc, c'est un peu difficile de répondre parfaitement à cette question. En tout cas, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, quoi. Ok, on va passer peut-être à Gaëtan. Est-ce que tu peux du coup... Alors Gaëtan, toi, ton juste après, et finalement, il s'imbrique un petit peu avec ton aujourd'hui pendant. Oui. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu ce qui s'est passé juste après ton doctorat ou même, voire même avant ta soutenance, puisque ça s'est imbriqué aussi? Voilà, donc à la fin de mon doctorat, j'avais fini de rédiger ma thèse. À la fin de cette période un peu difficile où on rédige la thèse, on la soumet et après, on attend le retour des relecteurs. Et à ce moment-là, se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire plus tard. J'avais pas exclu complètement la possibilité de continuer dans le domaine de la recherche et j'avais regardé certains postes de postdoc ou choses comme ça, mais je trouvais que ça pourrait être très long d'arriver à ce que je voulais, c'est-à-dire l'autonomie d'être chercheur, etc. Et je ne me sentais pas forcément la motivation de passer encore toutes ces années de labeur en étant maître de conférence et puis après essayer d'évoluer jusqu'au poste de chercheur. Enfin voilà, je me suis laissé ouvert d'autres portes et j'ai regardé un peu j'avais pas forcément d'idées préconçues sur ce que je voulais faire. J'avais une possibilité de retravailler comme ingénieur, comme expliquait Charlotte, il y a des postes d'ingénieur où le doctorat était quand même assez bien valorisé, donc j'ai regardé un petit peu ces postes-là. J'ai pas trouvé forcément de poste qui me convenait parfaitement à ce moment-là, ça aurait très bien pu arriver, comme j'aurais très bien pu faire un postdoc si j'avais trouvé un postdoc qui m'avait passionné, mais je suis tombé sur autre chose qui m'a bien plu, c'est le métier d'ingénieur brevet. Ça s'appelle comme ça quand on débute, on devient ingénieur brevet, et c'est un métier qui m'avait l'air intéressant, et je ne sais pas si j'étais convaincu, mais en tout cas, j'avais envie d'essayer. Et j'ai remarqué que certains cabinets parisiens embauchaient des gens en tant que simples doctorants, des gens qui n'avaient pas encore fait d'études de droit dans ce domaine spécifique de la propriété intellectuelle ou industrielle. Donc j'ai eu envie de tenter ma chance et d'aller voir comment ça se passait. Il était tout à fait possible dans ma tête, quand j'ai commencé à rentrer dans ce cabinet de propriété industrielle, qui s'appelait à l'époque Schmitt Chrétien, qui maintenant s'appelle Ipside et qui a été racheté par un fonds de pension dans les dernières semaines. Mais c'était tout à fait possible dans mon esprit que je reparte après dans le milieu universitaire pour postuler sur un poste de maître de conférence ou sur un postdoc.
Mais je crois que j'étais plutôt dans l'esprit de me dire, je vais essayer d'être directement maître de conférence. C'était un peu je voulais griller les étapes, quoi. Je voulais un peu aller plus vite. Je sais que c'est possible dans certains cas, et je m'étais dit, ouais, peut-être si je prépare un bon dossier et tout. Mais bon, j'étais pas sûr d'avoir vraiment la motivation. Mais en tout cas, je suis rentré j'ai vu cette offre dans ce cabinet parisien, et je voulais aller voir ce que ça donnait. Et donc, j'ai postulé. Pour répondre à la question de tout à l'heure, j'ai fait valoir mon doctorat en expliquant un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, en expliquant un peu mon parcours, quoi. J'ai expliqué, voilà, pour être ingénieur brevet, il faut être ingénieur. Il faut être ingénieur, on peut être embauché en tant qu'ingénieur. On peut avoir fait aussi un master et un doctorat, mais sinon, il faut avoir fait des études poussées dans un domaine spécifique technique. Et ensuite, une fois qu'on est embauché, on peut passer les diplômes de droit que j'ai passés par la suite dans le cadre de son poste. Donc ça, j'avais bien compris. Donc, ils embauchent des gens directement à la sortie du doctorat ou à la sortie d'une école d'ingénieur ou d'un master spécialisé en technique. Sans expérience, hein, c'est ça. Sans expérience et sans diplôme de droit. Donc j'ai postulé, ils m'ont pris et j'ai été directement confronté à un monde que je connaissais pas, qui était un monde des innovations. Et là, j'étais comme un enfant, quoi, qui découvrait chaque jour des nouvelles innovations, des domaines que je connaissais pas. Et depuis, j'ai toujours été confronté à des domaines que je connaissais pas toutes les semaines. Encore ce matin, je rencontrais quelqu'un dans un domaine que je connaissais pas. Et j'ai toujours continué à apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement des innovations technologiques ou sur le fonctionnement de la technique. Et du coup, ça m'a plu et j'ai continué dans ce métier-là pour devenir après, bon, pas comme tu disais, Candice, c'est pas conseiller en propriété industrielle, mais je suis conseiller en propriété industrielle. Conseil, peu importe. Ça, c'est mon métier actuel. Donc, ça veut dire que j'ai passé les diplômes depuis ingénieur brevet jusqu'à les diplômes de master 1 de droit qu'on doit faire à Strasbourg pendant une semaine par mois pendant un an, jusqu'à acquérir un master 1 de droit en accéléré, parce que j'avais pas fait du tout de droit. Donc il a fallu apprendre tout ce que voulaient dire les termes latins, tout ce que voulait dire, tout ce que vous voulez, enfin le droit appliqué quand même à mon domaine, à la propriété, donc le droit de propriété industrielle plus spécifiquement. Et après, j'ai passé les examens de mandataire français européen des brevets pour être aujourd'hui conseiller en propriété industrielle et mandataire européen des brevets. Voilà des titres quoi qu'on acquiert. Et ça m'a bien plu, donc je suis resté complètement dans ce domaine-là maintenant et ça me passionne toujours. Donc voilà. C'est pas dit que je reste toute ma vie dans ce métier-là, mais en tout cas, tant que ça me passionne, je continue à. Et Gaëtan, du coup, oui, effectivement, on sent en fait dans ton expérience que tu es un peu un touche-à-tout et que tu te laisses vraiment toutes les opportunités libres et les portes ouvertes. Donc finalement, cette porte-là, c'est toi qui a décidé d'aller l'ouvrir hein, aussi en te renseignant sur la propriété industrielle, en te disant, tiens, peut-être ça peut m'intéresser. Tu t'es engouffré là-dedans. Finalement, ça t'a plu. Et ce que tu m'expliquais en amont, c'est que peut-être que tu retrouvais une complexité que tu avais appréciée en doctorat, mais dans une temporalité qui te convenait davantage, en fait, et une multiplicité, une diversité de dossiers qui te convenait davantage, à toi, tes attentes. Oui, je pense que c'est la différence que j'ai avec Charlotte, qui aime bien les projets longs à plusieurs années. Moi, j'aime bien la complexité, mais sur des temps plus courts. J'aime bien me plonger dans un domaine technique que je connais pas. Je sais pas, dernièrement, par exemple, j'ai rencontré des bijoutiers dans le domaine des montres. Ils m'ont expliqué les mouvements des montres, des choses très compliquées en mécanique que je connaissais pas. Comment fonctionne un spiral, un balancier, les mécanismes d'échappement, les mécanismes encore de complications légères bien plus compliqués, parce que quand on fait un brevet, on va rentrer dans des détails qui n'ont jamais été faits. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un tourbillon, un carrousel, enfin des choses très complexes. Et ça m'a passionné, mais j'étais content de faire ça pendant 1 ou 2 mois et puis après de passer à d'autres domaines. Et j'aime bien pouvoir comprendre complètement comment fonctionne un domaine, mais je ne sais pas si je serais passionné d'y passer 2 ans ou 3 ans. Quoi. En tout cas, Voilà, ou 10. En tout cas, ton parcours montre aussi qu'après un doctorat, on peut tout à fait se lancer dans des postes auxquels on colle pas forcément complètement, mais pour lesquels on peut suivre des formations complémentaires, des formations professionnalisantes telles que celles que tu as pu suivre en droit, qui te donnent une nouvelle corde à ton arc et aussi un profil très particulier et aussi très rare. Hein. Enfin, c'est ce que tu avais l'air de dire aussi. Du coup, oui, alors pour recoller peut-être même tout à l'heure à la question, c'est dans mon métier, il y a beaucoup de gens qui sortent de grandes écoles d'ingénieurs.
C'est un métier qui est assez recherché, qui demande pas mal de compétences et surtout de savoir peut-être bien écrire, enfin, un certain nombre de choses un ingénieur qui sort, enfin, comme j'étais, moi, en sortant de mon école d'ingénieur, j'étais un peu trop brut, je savais pas bien écrire, j'étais pas forcément, voilà, il y avait des choses sur lesquelles et dans mon métier, il faut un petit peu de multiples compétences, à la fois bien comprendre techniquement les choses et aussi savoir bien présenter les choses, savoir tenir une réunion avec des personnalités importantes en anglais. En ce moment, je travaille avec des chercheurs de Princeton. Enfin, il faut arriver à quand même se sentir à l'aise dans des milieux assez spécifiques. Et c'est pour ça que dans notre métier, il y a beaucoup de gens qui sortent de très grandes écoles parce qu'ils ont quand même, malgré tout, cette prestance et cette capacité à toucher un peu à toutes les choses. Donc, dans mon métier, en sortant d'école d'ingénieur, j'aurais été directement mis en concurrence avec des polytechniciens, des gens, enfin, des gens de très grandes écoles françaises. Et le fait d'avoir fait un doctorat, ça me donnait un plus. Ça me donnait une ouverture plus spécifique qu'eux n'avaient pas forcément et on était plutôt complémentaires. Dans mon bureau, quand j'ai commencé, j'avais un polytechnicien avec moi et sur certains dossiers, j'étais meilleur que lui. Sur d'autres, il avait une façon de rédiger ou une ouverture d'esprit qui était peut-être... Mais on avait chacun, et du coup, pour le cabinet, on avait chacun des atouts différents. Il avait certainement un meilleur réseau, mais sur certains points précis, j'étais plus appliqué ou j'avais une meilleure remise en question qui me permettait de ne pas appréhender les sujets que je considérais faciles de la même manière que lui et voir des fois des difficultés qu'avaient pu entrevoir les gens qui avaient inventé des choses à travers la complexité qu'on peut rechercher dans un doctorat. Mais oui, cette diversité des profils, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de valoriser aussi auprès des potentiels recruteurs pour valoriser le doctorat, montrer que la complémentarité des profils, il ne s'agit pas de mettre en concurrence ingénieur et docteur. En fait, bon, toi, en l'occurrence, tu as le double profil, mais c'est vraiment d'essayer de faire valoir son profil de docteur en complémentarité des autres profils pour créer une diversité qui va être beaucoup plus riche et beaucoup plus efficace pour les recruteurs finalement. On va peut-être passer au temps d'échange parce que je vois que le temps tourne. Chloé, est-ce que Je t'entends plus, Candice. Mais est-ce que tu peux nous dire où on en est? J'ai coupé le micro avant même de finir ma phrase. Je me suis doutée de ta question. Alors, on n'a pas tellement de questions. En fait, on a surtout des témoignages. Par exemple, nous avons Cédric qui a rebondi sur la relation entre directeur et doctorant. Il a un exemple, voilà, par exemple, son directeur avait 3 thésards et quand il disait bonjour à tout le monde sauf à lui, il se posait quand même des questions. Et lors de sa première conférence, il lui a dit que son poster n'était pas top et au final, il a quand même eu le premier prix, voilà, poster. Donc voilà, il nous faisait part un petit peu de son témoignage. Il y a également Romain qui rebondit sur le parcours de Gaëtan. Il se retrouve un petit peu en ton parcours. Donc, il est dans l'ambiguïté de continuer à développer des connaissances techniques ou au contraire développer des compétences transverses plus en lien avec des compétences connexes nécessaires aux entreprises. Donc, voilà, il est un petit peu dans une phase où il se pose des questions, où il a peur qu'à part s'investir dans la création d'une start-up, rien ne permet cette bivalence et qu'il devrait arriver à faire des choix de carrière qu'il a peur d'assumer, sans forcément trouver sa voie. Je l'ai invité également à se connecter sur la plateforme UBFC Alumni avec toi, Gaëtan, pour que vous puissiez justement peut-être poursuivre vos échanges. Oui, pourquoi pas, effectivement. Oui, monter une start-up, c'est aussi une voie possible hein, à la pré-thèse. Moi, je pense qu'on peut quand même développer des doubles compétences et qu'on peut rechercher des postes, même dans des domaines pour lesquels on n'a pas de diplôme. Le fait de valoriser un doctorat, d'expliquer qu'on a une expertise très poussée dans un domaine, fait qu'après, si on est recruté pour un autre domaine où il faut double compétence, je sais pas, moi, je travaille beaucoup en ce moment sur de la biotech parce que je suis spécialiste un peu en réseau de neurones dans les domaines de l'écriture des brevets. Mais en ce moment, on a un paquet de réseaux de neurones qui sont utilisés dans plein de domaines différents. Et des gens viennent me voir de la biotech. Moi, j'y connais absolument rien en molécules biotechnologiques, des choses très complexes, mais j'apporte mon expertise en réseau de neurones, la compréhension que je peux avoir là-dessus, et il me forme, il m'explique. Alors voilà, c'est tel type de molécule, et on peut apprendre des choses. Et à partir du moment où on valorise une expérience très spécifique dans un domaine, les employeurs nous font assez confiance pour arriver à acquérir des connaissances, même dans un domaine un peu plus loin. Parce qu'ils savent qu'on est capable, voilà, d'appréhender des sujets complexes, quoi.
Dans quelques minutes, tu vas pouvoir développer un petit peu ce que tu fais, effectivement, reparler de ces compétences, en fait, aussi, en quoi le doctorat vous permet d'acquérir certaines compétences qui peuvent être utiles dans tout type de poste. Gaëtan, j'en profite quand même qu'il y a une question de Valentine qui va plutôt s'adresser à Charlotte sur le postdoc, qui se questionne sur le postdoc et à partir de quel moment elle doit commencer à regarder pour les postdocs, en fait. À quel moment, toi, tu l'as fait, Charlotte, et est-ce que tu l'as fait au bon moment? Est-ce que tu l'aurais fait plus tôt, plus tard? Alors, effectivement, à quel moment moi j'avais commencé à regarder? Je pense que c'était au moment où je finissais mes dernières expériences, vraiment au début de la rédaction. Donc moi j'ai une rédaction de postdoc qui se faisait, c'était sur manuscrit, donc c'était assez long, et c'était 6 mois de rédaction. Donc je regardais en même temps beaucoup ce qui se passait sur les postdocs. Et puis j'avais aussi, durant ces derniers mois, participer aussi à des congrès où là, il y a des tableaux d'affichage avec des postdocs, des choses qui sont, sur lesquelles on peut contacter des personnes qui sont directement dans le congrès. Donc c'était, je pense vraiment à ce moment-là que j'avais commencé ma recherche. Et des collègues qui étaient en doctorat à cette époque-là, c'était à peu près similaire, il me semble. Donc je conseille de le faire vraiment pendant qu'on est encore en thèse, et surtout il faut se réserver du temps pour le faire en fait. C'est important de réserver du temps pour déjà réfléchir à ce qu'on veut faire après, et puis prospecter un peu quoi, et se faire du réseau, ça marche beaucoup. Pour moi, ça a vraiment marché grâce au réseau, et pour beaucoup d'autres étudiants qui étaient en thèse en même temps que moi. Il y a également une autre question plutôt pour Charlotte de Valentine. Je me questionne sur... ah non, 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 non. Est-ce qu'il vous arrive d'enseigner des matières qui n'est pas complètement votre spécialité? Et si oui, quelle est la difficulté de préparer ces cours? Alors, moi, j'ai une petite question à Cédric. Est-ce que c'est quelque chose qui concerne les activités actuelles de Charlotte ou celles qu'elle a faites pendant son doctorat, son postdoc? Parce que là, on peut passer directement à l'acte 3 dans ce cas, si on est sur les missions actuelles. Cédric, nous vous parlons actuel. Donc, on va peut-être du coup passer à l'acte 3. Juste avant, je réponds à la remarque qui a été faite d'Oda Ferredouni sur l'invitation de docteurs étrangers pour les after-work. Oui, on va essayer de le faire. Alors après, nous, on fait aussi des appels à témoignages, hein. N'hésitez pas, si vous connaissez des docteurs étrangers qui ont réalisé leurs études et leur doctorat à Dijon, pour témoigner aussi de la difficulté d'effectuer un doctorat quand on est étranger dans un autre pays. N'hésitez pas aussi à nous les apporter, à nous donner les contacts, mais on va essayer effectivement de faire ça. Et puis Lionel qui remerciait Gaëtan pour avoir vécu la difficulté en thèse pour mieux la comprendre ensuite, et il cite un grand auteur, Daniel Pénac, qui propose à chaque futur prof d'avoir été cancre au moins une fois dans sa vie d'élève. Effectivement, quand on a connu la difficulté, on la comprend mieux après auprès des autres. Est-ce qu'on a d'autres questions? Si on parle d'étudiants étrangers, j'ai une question pour Charlotte qui n'a pas de rapport avec votre parcours, mais je profite de la présence de quelqu'un de l'INRAE. J'ai une amie en stage de master à l'INRAE qui s'intéresse à l'entrée en doctorat. Elle est étudiante étrangère. Elle a un peu de mal à trouver des informations précises ou des interlocuteurs pour l'aider. Elle est en sciences de l'éducation. Elle ne sait pas trop quoi lui conseiller concernant l'INRAE. Est-ce que Charlotte, tu saurais où elle pourrait se tourner pour avoir des informations, des conseils? Sur l'UBFC, sur l'UB en tout cas, il y a une organisation internationale pour les étudiants avec des personnes qui sont plutôt bien pour répondre à ces questions. Alors, je ne sais pas s'ils pourront directement répondre aux questions sur le doctorat. Je ne sais pas quelles sont ces questions exactement. Donc là, il y aura peut-être différents interlocuteurs à aller voir puisqu'il y a les écoles doctorales. Il y a les chercheurs. Oui, alors, ouais. Si elle cherche des informations concrètes sur le doctorat, il y a le site du collège doctoral du BFC qui en délivre avec traduction anglaise, etc. Il y a le guide du doctorat que vous pouvez vous procurer sur le site du collège doctoral.
Après, vraiment, sur l'accompagnement des étudiants étrangers, c'est plutôt vers les services de relations internationales qu'il faut se tourner, mais c'est plutôt sur l'accompagnement administratif, etc. en fait. Après, Il si y a c'est des vraiment personnes, moi j'ai eu affaire à ces personnes pour des étudiants étrangers qui venaient faire des in-doc, par exemple, avec moi, et elles ont été de très bons conseils. Donc voilà, ça peut être effectivement un contact, ces Allez voir personnes-là. sur le site du collège doctoral et puis effectivement auprès du service relations internationales du BFC qui pourra peut-être, en mixant les deux, renseigner sur les bonnes informations. Merci Chloé pour le site du collège doctoral. Du coup, je me permets d'enchaîner avec justement cet acte 3 sur vos missions actuelles. Gaëtan, est-ce que maintenant que tu nous as un petit peu dit voilà, la formation que tu as suivie pour voilà, accéder aux compétences vraiment requises pour ce poste de conseil en propriété industrielle, hein, je m'excuse Je te taquine, hein, je te taquine, c'est pas grave. tu ne m'avais pas corrigé auparavant. Alors. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes missions, en fait, en quelques mots? Comment tu pourrais décrire tes missions, ton quotidien, ton environnement de travail en tant que conseil en propriété industrielle? Alors, le métier de conseiller en propriété industrielle, il vise à, à conseiller les particuliers ou les sociétés dans l'acquisition, la défense et l'exploitation des droits de propriété industrielle. Donc les droits de propriété industrielle, on se rend compte dans mon métier qu'il y en a plusieurs. Le principal sur lequel je travaille, c'est le brevet d'invention, qui est un peu le droit le plus important. Mais après, je sais conseiller des gens pour les dépôts de marques, de dessins et modèles, du droit sui generis des bases de données, du droit d'auteur quand il y a du code informatique. Voilà, il faut avoir des notions un petit peu dans tous ces domaines-là, dans tous ces droits. Et après, j'aide les sociétés ou les particuliers qui viennent me voir, qui ont des innovations. Alors, je travaille régulièrement avec des grandes sociétés qui ont des innovations régulières. Ça peut être des sociétés, mais aussi des laboratoires de recherche, hein. Je suis en contact avec beaucoup de chercheurs. Et dans le cadre de thèses CIFRE, par exemple, il y a une relation entre les deux. Par exemple, je vais travailler pour la société qui va travailler avec le chercheur et je vais rencontrer le chercheur, les inventeurs dans la société. En général, il y a une collaboration et puis et ça se passe comme ça pendant la première fois que je rencontre ces personnes-là, ce sera certainement pour étudier si ils ont fait une innovation. Est-ce qu'on a le droit de la faire? Est-ce qu'on a le droit de la vendre? La liberté d'exploitation, c'est une question par rapport aux brevets existants. Donc il faut regarder les brevets existants. Est-ce qu'on est dedans? Est-ce qu'on n'est pas dedans? Même si on a trouvé une invention géniale, il est tout à fait possible qu'on n'ait pas le droit de l'exploiter. Et après, est-ce qu'on a le droit d'acquérir un monopole d'exploitation sur cette innovation? Une fois qu'on a décidé, par exemple, de déposer un brevet, il y a toute la phase d'obtention des droits, les moments où on va déposer les brevets et échanger avec les différents offices de tous les pays du monde. Il faut connaître un peu comment fonctionne le droit japonais, le droit canadien, le droit américain, le droit coréen, le droit chinois, pour savoir comment on doit négocier. Alors moi, je connais que le droit des brevets, mais dans ces différents pays. Et après, on obtient en général des brevets d'invention, plus ou moins limités, et j'interviens dans la valorisation de ces droits, c'est-à-dire quand il faut négocier des contrats de licence entre différentes sociétés à différents endroits du monde. Donc là, je reçois les personnes et puis on réfléchit à la stratégie de valorisation de ces droits quand on a quelqu'un qui veut potentiellement refaire la même chose que nous pour voir comment on licencie, quel mécanisme juridique on vient mettre en face et également dans les actions en contrefaçon. C'est-à-dire si quelqu'un, on se rend compte que quelqu'un est un contrefacteur et on n'a pas réussi à négocier en lui expliquant qu'il était dans notre monopole. Et à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle une saisie contrefaçon. On va intervenir dans la société. Voilà. Et les missions sont très vastes et les domaines sont très vastes aussi. Le quotidien, c'est variable d'une journée à l'autre, mais la plupart du temps, on a des grandes phases de rédaction. Quand on rédige des brevets, il nous faut à peu près 2-3 semaines pour pouvoir appréhender une nouvelle technique qu'on ne connaissait pas, si c'est dans une société pour laquelle on n'a pas l'habitude de travailler. C'est un peu moins vrai pour des sociétés avec qui on a l'habitude de travailler, donc on connaît bien la technologie. Mais on appréhende la technologie. Ça, c'est la phase de rédaction d'un brevet qui prend assez de temps. Et après, il y a toute la phase des procédures. Alors, on reçoit tous les ans, tous les 2 ans, des réponses à des rapports de recherche ou à des examens de nos brevets. Donc, il faut répondre à ces procédures. Et après, il y a toute la phase de conseil. Donc là, avec les clients, on rentre dans les entreprises, ils nous expliquent qu'on est soumis à un secret professionnel et puis aux considérations de défense nationale, parce qu'on est sur des enjeux très stratégiques pour certaines sociétés. Donc, et là, on rentre au cœur des sociétés, on rentre au cœur des innovations et on fait de la stratégie. Est-ce qu'on va protéger ce genre de choses? Est-ce qu'on va garder le secret? On parlait à la fois du secret.
est-ce qu'on va garder le secret, etc. Comment on va faire? Et puis, on s'adapte à tous les timings. Je reprenais l'exemple, la dernière fois qu'on a discuté entre nous avec Charlotte, c'est si Charlotte demain détecte qu'une de ces facettes de sa recherche pourrait potentiellement être une innovation qui pourrait avoir une application pratique, peut-être qu'elle va en parler, qu'elle va se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose à faire. À ce moment-là, elle va être mise en relation de par l'Université de Bourgogne avec une société active de transfert de technologie, une SAT. La SAT a des contrats avec des cabinets de propriété industrielle comme le mien, et c'est peut-être moi après qui vais rencontrer Charlotte. Charlotte va m'expliquer son domaine dont je ne connais rien, et au bout d'un certain temps, une fois que j'aurai bien compris son domaine, il faudra que j'appréhende ce qui était connu dans son domaine et quelle pierre elle a apporté, et que je vérifie par rapport au mécanisme juridique si ce qu'elle a apporté justifie l'octroi d'un brevet. Et si on fait ce choix-là, après on va rédiger un brevet ensemble, moi pour apporter ma compréhension technique de ce qu'elle a fait, mais surtout pour apporter l'angle juridique, pour arriver à mettre ça en musique par rapport aux obligations réglementaires des différents pays. Et après, je reviendrai avec Charlotte pour les échanges quand il y aura des procédures et quand on devra exploiter le brevet, etc. Donc voilà, mes missions sont assez vastes, mais mon quotidien, c'est ça, c'est de la rédaction, des réponses, du conseil. Et ce que je veux dire, ce que je n'ai pas encore dit peut-être avec Candice ou Charlotte, c'est que la grosse différence dans ces missions, parce qu'il y a encore on a l'impression qu'il y a beaucoup d'aspects juridiques et de paperasse, mais c'est qu'on est beaucoup entouré, quoi. Moi, j'ai 2 assistantes. Il se trouve que c'est des femmes, et j'ai un dictaphone, et mon quotidien, c'est je vois qu'il y a telle procédure, je reçois des notifications, j'analyse ça froidement, après je dicte un courrier, elles se mettent en forme, il va y avoir des factures qui vont être émises, tout ça. Toute la paperasse, tout ça, dans notre métier, on fait beaucoup de valeur ajoutée, quoi. Le but, c'est, notre temps est assez cher, parce qu'on a beaucoup de diplômes, et donc beaucoup de notre travail, tout ce qui peut être en fait fait par quelqu'un qui n'a pas besoin de notre connaissance, est décentralisé et donné à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le concept de mon métier. C'est qu'on est comme des avocats, enfin, on est plus cher que les avocats, parce que les avocats n'ont pas les doubles compétences, donc nous, majoritairement, on gagne plus qu'un avocat. Et donc, on est beaucoup assisté. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, contrairement au doctorat, où c'est vrai qu'on est souvent... donc c'est une facette de mon métier, mais voilà. Beaucoup de pression, beaucoup de télé, beaucoup de choses à faire, des missions très diverses, et voilà, et ce contexte-là. Ok, merci Gaëtan. Charlotte, est-ce que toi, tu voudrais nous partager? Alors, il y a une question sur le concours INRAE. On y reviendra peut-être plus tard, mais là, comme on est vraiment sur l'émission et que le temps tourne, on va peut-être d'abord se concentrer sur Charlotte, une fois que tu as été en poste. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux un petit peu nous retracer de l'historique finalement? Ça fait 5 ans, hein, c'est ça que Oui, 5 ans, que tu es en poste chargé de recherche à l'INRAE. Est-ce que tu pourrais un peu nous retracer un petit peu l'historique et jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour toi et qu'est-ce que tu as dû faire? Alors, alors, je vais devoir parler un petit peu des concours. Du coup, ça va répondre un peu à la question qui vient d'être posée par... donc, quand on candidate sur un concours de l'INRA, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on candidate sur une thématique scientifique qui est assez proche d'une question de recherche et dont on doit montrer qu'on a les compétences pour développer un projet sur cette question de recherche. Donc, c'est ça la mécanique du recrutement. C'est assez différent de notre concours, par exemple au CNRS, où là, on construit son projet et on propose son projet pour obtenir un poste. Mais on n'est pas assuré d'avoir un poste derrière. Donc là, c'est un concours sur une question de recherche. Il y a plusieurs candidats qui se présentent avec différents projets autour de cette question et on sélectionne un candidat et son projet. Donc moi, c'était sur la question de la perception et de la perception des odeurs et des goûts et de comment cette perception était assez mélangée finalement entre odeur et goût. Et puis sur des stratégies de réduction du sel et du sucre dans les aliments, tout en gardant une appréciation de l'aliment. Donc c'était un peu ça la thématique générale et moi j'avais proposé un projet qui était en neurosciences puisque c'était la formation le postdoc, pendant mon postdoc j'ai beaucoup fait de neurosciences et du coup j'avais des idées de projet là-dessus.
Et donc, en arrivant au CSGA, quand j'ai été recrutée ensuite, il n'y avait pas de laboratoire de neurosciences sur ce que je faisais. Donc, il y avait certains outils, mais pas tout. Donc, j'ai eu une première étape qui était assez longue et qui est encore un peu en cours, mais qui a été de monter un laboratoire d'électroencéphalographie. Donc, c'est une technique d'enregistrement de l'activité cérébrale avec des électrodes qu'on pose sur le scalp. Et d'utiliser cette technique-là avec des outils de stimulation, avec des boissons ou qui contenaient des odeurs et des goûts, etc. Donc, il y avait j'ai besoin de beaucoup d'outils qui sont chers, qui sont des techniques très précises, qui demandent vraiment une technicité particulière. Donc, il a fallu déjà monter ce laboratoire, ce qui a pris beaucoup de temps. Et puis, il a fallu commencer à acquérir des données. Et les premières années, j'ai commencé à acquérir des données, mais il m'a fallu du temps pour vraiment cerner toutes les problématiques et tous les limites aussi qu'il y avait sur ce projet. Donc, j'en ai cerné un certain nombre. Et à la suite de ces premières années, j'ai eu donc ça, c'est une grosse partie aussi du travail de recherche. C'est de trouver des financements, parce que c'est pas le tout d'avoir un laboratoire EEG, mais il faut pouvoir déjà acquérir le matériel puis le faire fonctionner, avoir des étudiants pour travailler sur certaines questions. Donc, il y a un temps important, et ça, c'est un peu dans chaque année, on a une période qui est assez plus ou moins importante en fonction du stade de nos projets, qui est dédiée à la recherche de financement. Donc là, pour vous donner un exemple, sur les 5 premières années, j'ai fait une vingtaine de demandes de financement, avec au final 3 qui ont été acceptées, et puis des demi-bourses aussi de thèse qui ont été acceptées. Donc, il y a une partie du temps qui est dédiée à trouver des sous pour faire fonctionner et puis pour faire tourner le projet. Donc ça, c'était il y a du coup 3 ans maintenant. Que j'ai obtenu un premier financement qui m'a permis de faire, j'avais certains équipements, de développer un peu ces équipements et puis de recruter des étudiants en thèse sur ces techniques et puis de commencer à vraiment développer la recherche autour de ces questions. Et ce qui a été assez aussi déclencheur, c'est qu'à un moment, j'avais pu avoir suffisamment de premières données pour pouvoir aussi commencer à publier ces données. Et finalement, j'ai obtenu un prix pour ma recherche. Donc, ça s'appelle les lauriers de l'INRA. Et ça, c'était aussi un moment où ça a mis un peu en exergue tout ce travail qui avait été fait. Et puis, le début d'une première étape qui était franchie, qui était commencer à acquérir des données et puis pouvoir les publier. Et ensuite, vraiment, ça a entraîné finalement de plus en plus de résultats qui arrivaient, etc. etc. Donc, c'était un peu un cercle vertueux finalement. Donc voilà, donc ça, c'était vraiment les 5 années de ces 5 premières années finalement de carrière. Oui, qui ont été jalonnés quand même à un moment, au départ, par un peu des claques quand même, puisque tu parlais de demandes de financement qui ne fonctionnaient pas. Et je sais que pendant la préparation, tu disais qu'effectivement, il faut se préparer à échouer beaucoup avant d'avoir... avant de récolter le fruit de ce concept. Exactement. Alors, échouer beaucoup sur les demandes de financement, mais ça encore, on s'y attend, parce qu'on sait qu'il y a peu de réussite. Hein. C'est un peu la même chose que sur les concours de poste. Il faut s'attendre ou des candidatures pour des postdocs, il faut s'attendre à en faire beaucoup, et puis finalement... pas prendre ça comme quelque chose qui nous réduit on a raté, on n'est pas bon, mais plutôt quand ça réussit, d'être très content. Mais par contre, quand ça réussit pas, bon, voilà, allez, on continue, quoi. Donc ça, c'est, voilà, faut s'habituer à ça, en tout cas. Ce qui est plus difficile, c'est effectivement de faire des expériences qui ne marchent pas forcément au début, puis qu'on doit recommencer.
Bon, ça, c'est aussi c'est un point important de la recherche, de faire beaucoup d'expériences, dont beaucoup ratent, et certaines réussissent. Et ça, c'est effectivement, c'est plus difficile à accepter parce que ça demande énormément de temps. Puis on met beaucoup d'énergie et beaucoup d'intérêt aussi dans ces résultats, beaucoup de volonté de réussir. Donc, il faut arriver à trouver un espèce d'équilibre dans finalement ce qu'on récolte et par rapport à ce qu'on investit, etc. Mais c'est pour moi, les quelques succès sont suffisamment importants et intéressants pour que ça vaille le coup de le faire, en fait. Et aussi, ce que tu disais, c'est que ça t'a permis, enfin, finalement, ces refus ou ces échecs, entre guillemets, c'est pas des vrais échecs puisque ça te permet d'approfondir encore plus et d'affiner ton projet de recherche pour que finalement, après, tu le maîtrises complètement sur le bout des ongles et que tu puisses vraiment le défendre et obtenir les financements. Oui, c'est des étapes nécessaires d'avoir ces échecs sur des demandes de financement, puisque ça permet de peaufiner de plus en plus le projet pour finalement arriver à faire comprendre sa thématique et puis ce qu'on veut faire de façon très efficace, d'aller finalement que l'impact de ce qu'on écrit soit de plus en plus important. Parce qu'il faut, sur ces demandes de financement, les personnes qui lisent sont plus ou moins liées à nos domaines de recherche et il faut arriver à les toucher par la pertinence de nos projets en tout cas. Et ça très rapidement. Donc il y a notamment des outils qui sont importants comme l'expérimentarium, donc ça c'est un outil de vulgarisation scientifique. Ces outils-là, ils sont assez importants, notamment pour les demandes de financement, mais pas que, parce que dès qu'on a des interlocuteurs à qui on doit expliquer ce qu'on fait, il faut arriver à expliquer rapidement et de façon claire ce qu'on fait. Et donc ça aide. Mais finalement, ces étapes de rédaction où on ne réussit pas du premier coup et tout, ça nous permet d'améliorer le projet suffisamment pour avoir avoir le financement à la fin. Oui, pour recontextualiser, tu parles de l'expérimentarium. Donc, Lionel Maillot, vous l'avez vu dans le chat, est à l'initiative de ça. On en a parlé un petit peu la dernière fois. Hein. C'est donc un programme de vulgarisation scientifique où vous, doctorants, vous pouvez être amenés à parler de votre sujet de recherche. Ça fait partie des formations transversales qui sont proposées aux doctorants et c'est effectivement, c'est un vrai dispositif de communication qui peut vous servir pour vous parce que c'est très agréable, mais aussi par la suite, comme le dit Charlotte, ou même justement après dans le monde extra-académique, ça peut être très utile de se valoriser, de proposer et de raconter rapidement et simplement son projet, d'avoir cette faculté de communiquer simplement. C'est vraiment une compétence très, très prisée et très attendue aussi par les recruteurs, que ce soit dans le milieu académique ou extra-académique. Moi, je fais une pub d'enfer sur tout ce qui touche à la communication scientifique, que ce soit l'expérimentarium ou MT 180. Cœur avec les mains, dit Lionel. Bonjour Lionel. On doit passer à la phase des questions parce que le temps file à une vitesse folle et j'aimerais bien pouvoir ensuite permettre à nos témoins de conclure avec cette petite ouverture dont on a pris l'habitude depuis la dernière fois. Est-ce qu'il y a des questions pour nos témoins ? Alors non, sur cette phase-là, il n'y en a pas énormément. Il y avait une petite question de Cédric pour Gaëtan, te demandant si tu n'es pas trop triste d'avoir mis la recherche de côté pour du droit. Je dirais que j'ai pas l'impression de faire tant de droit que ça. Parce que en fait, c'est que de la technique. C'est juste que c'est appliqué à un contexte spécifique. Mais j'imagine que quand on fait une demande de financement, il faut se conformer à un certain formalisme. Et ben nous, quand on fait une demande de brevet, il faut se conformer à un certain formalisme que maintenant je connais. Mais on fait beaucoup de techniques. Enfin, c'est hybride. C'est vraiment un métier qui est hybride entre les deux. J'aime bien ce métier parce que j'ai trouvé aussi un goût pour le droit assez intéressant. Je me suis investi beaucoup au début dans la compréhension de tout ça et maintenant je suis investi dans un certain nombre d'associations, dont la plus complexe peut-être dans laquelle je fais partie s'appelle l'AIPPI. C'est un organisme où on essaye d'harmoniser les lois internationales en termes de brevets.
Et là, j'ai rendu des conclusions récemment et on fait des congrès. On est 8000 conseillers en propriété industrielle dans tous les pays du monde avec des petits groupes de travail. En France, on est une dizaine à travailler sur les questions d'intelligence artificielle avec des Américains de tous les pays et on rend des conclusions sur différentes questions. On étudie la jurisprudence. Voilà, il y a des choses qui sont assez passionnantes, je trouve, et dont on n'a pas idée quoi, avant d'être confronté à ces choses-là, mais chacun trouve un peu son compte et en fonction de l'expérience. Moi, j'ai bien aimé mon expérience et c'est ce qui m'a fait continuer, malgré les phases qui étaient un peu plus difficiles dans le droit où il faut acquérir des notions brutes. Mais j'imagine que c'est... J'ai connu beaucoup de collègues qui n'ont pas du tout aimé ce métier parce qu'ils l'ont trouvé trop rude. Et ça dépend vraiment de l'expérience et des contacts qu'on a au début. Je pense que beaucoup de choses sont liées à l'humain. Quel que soit le métier, même dans l'expérience de Charlotte, dans la recherche, elle nous expliquait avoir eu des contacts très valorisants avec des chercheurs qui l'ont impressionné ou qui l'ont inspiré. Et voilà, j'ai l'impression que c'est l'humain qui a fait après développer une certaine appétence ou qu'en a créé d'autres. Donc c'est comme ça que je le vois. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment quitté le monde de la recherche, dans le sens où je travaille encore avec beaucoup de chercheurs au quotidien. Mais c'est vrai que je porte plus des projets de recherche sur de très long terme. Ça me dérange pas. Peut-être le temps file, mais peut-être une dernière question de Zacharia concernant les compétences que l'on doit absolument mettre en avant pour décrocher un travail le plus proche possible de son domaine d'intervention et de sa recherche doctorale. À votre avis, Charlotte, Gaëtan? Alors, les compétences que l'on doit absolument mettre en avant pour décrocher un travail le plus proche possible du domaine de la discipline finalement de votre doctorat, je pense que c'est ça. Voilà, les compétences du doctorat que vous recommanderiez. En tout cas, voilà, en quoi votre doctorat, vous, par exemple, il vous est utile dans vos postes respectifs? Quelles sont les compétences que vous avez acquises pendant votre doctorat qui sont très utiles? Alors moi, je peux juste répondre d'un point de vue général, puisque moi, c'est assez logique qu'il faut un doctorat pour faire la recherche, donc je laisserai peut-être Gaëtan un peu plus parler là-dessus, mais en tout cas, les points qui sont nécessaires pour obtenir un poste et pour finalement convaincre quelqu'un qu'on fait une bonne recherche, c'est un peu toujours les mêmes qualités scientifiques qu'on rabâche, mais qui sont extrêmement importantes. C'est les aspects de rigueur scientifique, de montrer qu'on est capable de développer une démarche scientifique du début à la fin. Donc ça, il faut bien l'avoir, avoir cette démarche qui est bien structurée dès la fin du doctorat, mais on peut encore la construire pendant le postdoc. Mais ça, c'est quelque chose qui est demandé, par exemple, c'est un des points sur lesquels sont vigilants les jurys pendant les concours, par exemple. Quelle est la démarche scientifique que vous allez employer pour... Donc ça, il faut vraiment avoir ça clairement établi assez rapidement. Donc ça se construit pendant la thèse, mais il faut vraiment le garder. Puis la rigueur scientifique et des aspects d'organisation. Et le dernier point, c'est un peu de connaissance aussi de la structure dans laquelle on veut travailler. Donc ça, c'est toujours... et je pense que dans la partie industrielle, c'est aussi le cas. Donc, Oui, moi je pourrais rajouter juste un point. Je rencontre beaucoup d'industriels, hein, c'est un peu mon quotidien et d'entreprises. Et ce que je ressens, c'est que les gens recrutent de moins en moins sur le CV, mais beaucoup plus sur l'appréciation qu'ils ont de la motivation de la personne. C'est-à-dire que s'ils rencontrent quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, un doctorat dans un domaine, mais qui à côté de ça était passionné par l'acoustique, ils vont se servir de cette double compétence, de cette passion à côté, plus de ce diplôme, pour dire voilà, cette personne, elle est intéressée pour venir chez nous, elle a un poste hybride qui n'existe pas, mais c'est pas. J'ai l'impression que dans l'industrie, c'est pas du tout un problème d'avoir un poste qui n'est pas codifié sur quelque chose, sur une norme. Et si on montre qu'on est vraiment intéressé, ou si on est, ça dépend de la motivation profonde, mais ça se ressent assez bien. Si c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire, et je pense qu'il ne faut pas se laisser de limites, se fixer de barrières. Et c'est tout à fait possible d'arriver à convaincre quelqu'un sur de la motivation de poursuivre, même si c'est pas exactement la discipline qu'on a fait pendant notre thèse et que ça déborde. La thèse, ça montre aussi une capacité d'aller
appréhender des problèmes complexes. Et ça peut être transverse, c'est-à-dire le fait je veux dire, moi je fais plus de l'implémentation de dynamique neuronale au quotidien, mais ça montre que j'ai été capable au moins pendant un moment d'appréhender ces questions-là complexes. Donc, ça montre que cette personne est capable de se poser, de réfléchir à des problèmes complexes, et ça peut être utile dans plein de métiers. Exactement. J'ajouterais avant de passer à la suite et de vous demander bientôt à vous, témoins, de préparer votre petit témoignage sur l'ouverture pour conclure. Je rajouterais aussi dans la préparation, ce que tu m'as dit, Gaëtan, c'est aussi, et tu en as déjà parlé un peu, hein, c'est vraiment aussi cette compétence de rédaction qu'on vous demande pendant l'expérience doctorale, qui peut être très utile. Et là, en l'occurrence, toi, typiquement, tu disais pendant la préparation que tu aurais été incapable de faire ce métier sans ton doctorat et que ça t'a aussi appris cette humilité que d'autres, peut-être que certains de tes collègues n'ont pas, qui te permettent de bien aller au fond des choses avec tes interlocuteurs et tes collaborateurs, de ne pas avoir une solution toute faite dès le départ, mais d'aller chercher tous les possibles et toutes les solutions possibles, ce qui fait que tu cernes bien les sujets. Il y a ce côté un peu cerner bien un sujet qui me semble intéressant dans le doctorat. Oui. Et ça rejoint foncièrement aussi ce qu'a dit Charlotte sur la rigueur scientifique, hein. C'est quelque chose qui, dans mon domaine, est très très apprécié. On n'a pas parlé vraiment des missions, et je peux peut-être en parler juste pendant 2 minutes, pendant 30 secondes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que mon métier de la propriété industrielle, il y a plusieurs métiers. Il y a celui des gens qui travaillent dans les SAT, il y a mon métier qui est en cabinet, qui conseille les sociétés, mais il y a aussi le métier d'examinateur. Et le métier d'examinateur, voilà, il y a des gens très connus comme Einstein qui ont fait ce métier-là. C'est-à-dire, en sortant de son doctorat, Einstein a été devenu examinateur de brevet. Et c'est cette rigueur scientifique qu'on attend de ces examinateurs. Et après, derrière, il est reparti dans le monde de la recherche. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des passerelles, rien n'est figé, quoi. Rien n'est figé. Il faut que tu nous envoies un docteur qui est devenu examinateur pour un prochain afterwork, d'accord? Oh c'est pas forcément toujours mes copains, les examinateurs, puisque moi, je les contredis. Mais, ah, d'accord. Bon. Mais oui, je sais pas s'il y en a eu à l'Université de Bourgogne, il faudrait que je me renseigne. Voilà. C'est pas forcément, mais en tout cas là, merci beaucoup. On va passer à ce dernier acte, la clôture de ces 3 actes. La dernière fois, on avait proposé à nos témoins, et on le refait cette fois-ci, de proposer, de choisir quelque chose pour illustrer un peu leur parcours professionnel. Ça peut être un objet, une chanson, un film, une musique, une œuvre. Charlotte, on commence par toi. Qu'est-ce que tu souhaitais nous partager pour Alors, je partage, comme ça vous allez voir en image. Et j'en profite pour lire pendant ce temps-là le message de Zacharia. Je suis dans le domaine du sport, je suis avec grand intérêt ces afterwork et j'aimerais bien savoir si vous avez la possibilité d'inviter des docteurs dans d'autres domaines scientifiques, notamment des profils en sciences du sport. Zacharia, on avait bien entendu dans le dernier questionnaire de satisfaction cette demande et effectivement, au même titre qu'on souhaite inviter des personnes aussi qui ont fait leur doctorat, qui sont étrangers, on a bien entendu ces demandes et on essaiera aussi d'y répondre. Alors après, on vous dit, on cherche encore des appels, des témoins, donc n'hésitez pas aussi à nous envoyer des personnes qui seraient susceptibles de répondre à ça aussi. Allez Charlotte, c'est à toi. Donc ce que j'ai choisi comme œuvre, alors c'était assez général, hein, ça pouvait être œuvre d'art, voilà, tout type d'œuvre. Donc moi j'ai choisi un film que j'espère vous connaissez, parce que c'est un très bon film, en tout cas qui m'a beaucoup plu. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace, assez vieux film de Stanley Kubrick. Je l'ai choisi parce que ça représente pour moi bien ma thèse, et pas que la mienne, je pense certains des étudiants aussi qui étaient avec moi. C'est un film qui est assez difficile à raconter, donc je pense que ça se rapporte bien à la thèse, où on a du mal souvent à raconter notre thèse ou à l'expliquer facilement, surtout si on n'a pas fait l'expérimentarium, c'est encore plus difficile. Donc c'est un long film et le pitch, il n'y a pas vraiment de pitch en fait, il n'y a pas vraiment de synopsis, donc je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer, mais je vais vous donner quelques étapes qui représentent bien ce qui s'est passé dans ma thèse. Donc le film démarre avec cette image où il y a une espèce de monolithe qui est dans un désert avec des australopithèques qui sont autour et qui le regardent comme quelque chose d'incroyable. Donc moi, c'était un peu ma question de recherche, le monolithe noir, où je ne comprenais pas forcément très bien où j'allais arriver avec cette question.
Et puis, au bout d'un moment, les australopithèques se rapprochent de ce monolithe, le touchent et deviennent intelligents. Et ils deviennent intelligents puisqu'ils commencent à utiliser des outils, donc des outils, des os pour faire des massues, etc. Et ça, c'était un peu moi, l'australopithèque, qui avait ces outils, qui commençait à prendre les techniques, à essayer de les utiliser, en tout cas pour évoluer un peu sur ma question de recherche. Et alors après, plusieurs années plus tard, dans le film, on se retrouve dans cette navette spatiale où là, il y a le héros de l'histoire qui s'appelle Dave, qui est un cosmonaute, qui est finalement dans cette espèce de vaisseau qu'on a beaucoup de mal aussi à comprendre dans l'espace. Et puis, ça donne un peu le tournis tout au long du film. Bon, il se passe plein d'autres choses que je ne vous dévoilerai pas pour ne pas spoiler l'histoire. Mais au bout d'un moment, quand même, il arrive à trouver un peu son chemin. Donc ça on arrive vers le milieu, fin de thèse, où on trouve un peu son chemin là-dedans. Et puis, ce qui reste un peu constant, c'est un peu ces étapes, ces images fascinantes de l'espace, et puis des choses qu'on découvre au fur et à mesure de la thèse, qui, pour moi, restent des bons souvenirs et puis des bonnes étapes. Mais voilà, on termine ce film. C'est un film qui dure 3 heures, qui est un peu comme les 3 ans de thèse, où on sort de ce film et on ne sait pas très bien si on a tout compris. Donc ça, c'était aussi une étape où je finissais. Je n'étais pas très bien sûre d'avoir compris tout ce que je devais comprendre. Et puis ça prend un peu de temps après pour digérer et puis arriver à profiter de tout ce qu'on a appris. Ta référence est très appréciée, Charlotte. Merci. Est-ce que Gaëtan, toi, tu as eu envie de Alors, j'ai trouvé quelque chose. Je ne sais pas si ça va coller un petit peu à l'exercice, mais moi, je pensais plutôt à cette œuvre, qui est Bouteille de vin de Bourgogne. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est de l'Irancy, de la cave Bienvenue. Donc déjà, la cave Bienvenue, c'est quelque chose qui me parle parce que ça invite à la rencontre, à l'échange. Le vin aussi. Et l'Irancy plus particulièrement, parce que l'Irancy, c'est un peu comme mon parcours, c'est un assemblage. C'est le seul AOC de Bourgogne. Alors on sait, hein, les Bourgognes sont sont classiquement issus du cépage en rouge, en tout cas du Pinot Noir, qui est le cépage un peu roi, hein, le cépage le plus emblématique des vins mondiaux. Et le Bourgogne est quand même un peu la crème des vins mondiaux. Et donc, j'ai l'impression quand on sort de thèse, on est un peu tous comme ça, on pourrait être assimilé à des Bourgognes Pinot Noir, c'est-à-dire déjà des grands vins, puisque parmi tous les vins mondiaux. Et celui-là, le Lirancy, qui est un vin de la Côte d'Auxerre, est un assemblage entre du Pinot Noir et 5% de César. C'est un autre cépage dedans. Moi, c'est un peu le droit qui vient s'être ajouté par-dessus ce mélange complexe de ce Pinot Noir, et ça forme un vin qui est connu pour être un vin assez puissant, et qui commence à être maintenant de plus en plus reconnu sur les tables des œnologues, alors qu'il n'était pas très connu il y a quelques années. Et ce que j'aime bien avec l'analogie avec le vin, c'est que le vin, c'est quelque chose qui se transforme dans sa bouteille. Quand il est très jeune, le Pinot Noir, il peut être assez amer, il peut être assez rude, et je trouve que ça ressemble un peu à mon parcours. Et après, il se transforme avec le temps. Et là, on est sur un Irancy de 2018 de chez Bienvenue. Alors, c'est Vaux Châssis, c'est un des meilleurs aussi, un des meilleurs climats. Et je vous propose en direct de le déguster, mais alors pas n'importe quoi, dans des verres qui sont des verres que j'ai brevetés. Des verres brevetés qui sont maintenant jugés comme les meilleurs verres pour déguster le vin au monde. C'est les verres de chez Arnaud Barat. Ils ont des ailettes à l'intérieur du verre. Placement de produit. Bon, peu importe. Mais en fait, on avait fait des études fluidiques avec des micro-caméras pour tester comment se faisait le phénomène de décantation du vin dans le verre. Et ils ont remarqué qu'on pouvait améliorer le phénomène de décantation en mettant des ailettes avec des angles précis, avec des inclinaisons précises. Et ça permet de sentir beaucoup mieux le vin. Alors, je vais vous faire en live. Ouais, on sent vraiment le connaisseur et l'amateur de vin, là, Gaëtan. Alors, voilà. C'est là où on regrette d'être en distanciel. Hein. C'est ça, mais voilà, mais voilà, c'est du vin, tout de suite, qui a un nez qui est très complexe. On sent en premier nez des fruits rouges classiques, qu'on va ressentir beaucoup sur le Pinot Noir, donc mûr. On sent en premier nez certainement la mûre comme fruit rouge, et derrière on va avoir un petit peu de griotte. Ça va être caractéristique du César, qui est Gaëtan, on est en train de dériver vers l'atelier d'œnologie là, et puis le temps. Je vous laisse, mais voilà. C'était juste pour vous dire que ce vin, voilà,
ressemble pas mal à mon parcours. Donc, on peut imaginer aussi que pour bon nombre d'entre vous, participants, vous êtes des grands crus ou des bons vins qui s'anoblissaient avec le temps. Donc, Voilà. réfléchissez à ça. Merci beaucoup à tous les deux vraiment pour votre partage. C'était vraiment, une fois de plus, très chouette. On le voit au travers du chat que vos témoignages ont été très appréciés. Restez encore un tout petit peu avec nous parce que Chloé va faire, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, une démonstration de l'alumni, puisque ça, pour prolonger les échanges et continuer un petit peu le partage, vous avez bien vu aussi que ces afterworks, c'est aussi une opportunité, une fenêtre pour vous, participants, de discussion. Et l'alumni, en fait, UBFC Alumni, dont Chloé va parler, c'est un outil qui est mis à votre disposition et qui peut vous permettre aussi de partager, d'échanger, de poursuivre ces échanges. Donc, moi, je vous remercie beaucoup, Gaëtan, Charlotte. Restez avec nous. On fera un tout petit point sur le prochain afterwork après la présentation de Chloé. Merci beaucoup. Oui, donc très rapidement, on est en train de dépasser le timing, mais oui, effectivement, nous allons donc terminer cette visio sur la découverte, peut-être pour certains d'entre vous, de la plateforme UBFC Alumni, qui est une plateforme pour vous permettre en fait de réseauter au maximum entre vous, mais également avec le monde socio-économique, et de vous accompagner pendant et après vos études et votre poursuite de carrière. Donc, j'espère que mon écran est bien partagé. Oui, tout à fait. C'est tout bon? D'accord. Donc, voici la plateforme Alumni. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs portes d'entrée. Donc, elle est destinée aux doctorants et docteurs UBFC, mais également aux étudiants et diplômés de master UBFC. Si des fois, il y en a certains parmi nous qui sont en master. Et également, elle est ouverte donc aux recruteurs, laboratoires et les amis du réseau qui sont toutes les personnes souhaitant s'investir ou se connecter sur la plateforme. Donc cette plateforme, comme je vous l'ai dit, vous permet d'augmenter votre réseau, de développer votre réseau et de vous accompagner. Donc, on va se connecter, par exemple, avec mon compte. Si vous n'êtes pas encore connecté sur la plateforme, vous cliquez tout simplement sur la porte d'entrée qui vous identifie et donc ensuite, il y a quelques questions et vous pourrez activer votre compte. Donc, si je me connecte avec mon compte, alors une petite seconde, le temps que ça charge. Voilà, donc on arrive sur un outil relativement interne, spécialement conçu pour vous, avec ici un profil donc personnalisé et personnalisable. Ici, un tableau de bord pour gérer toutes vos préférences. Vous avez également une fiche donc profil où vous pouvez renseigner votre expérience, vous pouvez renseigner également vos formations, etc. Vous pouvez aussi mettre des documents en ligne. Vous pouvez demander des amis. C'est vraiment basé sur le même système que les réseaux sociaux. Donc, les demandes d'amis, les demandes de contact, le réseautage. Et donc, on peut voir, par exemple, sur l'onglet donc accueil, quelques actualités qui sont mises à la une, mais également toute l'activité du réseau, comme l'on peut les retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, avec par exemple tout ce qui se passe sur le réseau en ce moment. Donc, vous avez tout un panel d'outils mis à votre disposition. Donc, par exemple, vous avez l'onglet Actualité. Donc, on essaie de mettre en ligne 1 à 2 actualités qui est susceptible de vous intéresser, qui vous informe sur, par exemple, les appels à projets, des événements, ce genre de choses. Donc voilà, vous pouvez retrouver pas mal d'actualités et d'informations sur cet onglet. Il y a également l'onglet Agenda. Donc dans cet onglet, vous allez retrouver des événements internes à Université Bourgogne-Franche-Comté, mais également des événements externes à UBFC. Le but, c'est vraiment de mettre en ligne des événements qui peuvent vraiment vous intéresser. Pour la plupart, ils sont également gratuits. Et il y a également donc des événements internes
à UBFC, comme par exemple l'événement de ce soir avec l'Afterwork Voix de Docteur. Vous avez accès à un annuaire, donc l'annuaire des membres de la plateforme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 1050 personnes connectées sur la plateforme avec une grosse communauté doctorants-docteurs. Et également voilà, des recruteurs, des entreprises, quelques masters et des amis du réseau. Donc, grâce à un système de filtre dynamique, vous pouvez très bien rechercher voilà, une personne de votre ancienne promo ou de votre promotion et ensuite aller visiter son profil ou l'ajouter à vos contacts pour, par exemple, voilà, pouvoir discuter avec lui ou avec elle. Donc de même que pour l'annuaire des membres, il y a également l'annuaire des entreprises et des labos, donc avec des fiches entreprises qui renseignent donc sur les différentes entreprises qui sont en lien avec les personnes connectées sur la plateforme. Vous avez un onglet carrière, donc un onglet qui va certainement beaucoup vous intéresser puisque dans cet onglet, vous allez pouvoir consulter des offres d'emploi qui sont spécifiquement mises en ligne, qui sont triées et mises en ligne donc pour vous sur la plateforme. Vous pouvez les consulter, vous pouvez candidater directement en ligne ou alors candidater sur un renvoi, voilà, sur un renvoi sur une URL. Et également, vous pouvez, voilà, si des fois vous avez une offre d'emploi, vous pouvez publier une offre d'emploi. Il faut savoir que toute la plateforme est entièrement collaborative. Donc, vous avez, à partir du moment où vous avez un profil sur la plateforme, vous pouvez très bien publier des articles, publier des dates agenda, des événements, publier des offres d'emploi, animer un groupe, etc. Donc, tout ça est soumis à modération et une fois validé, donc vous pouvez voir très bien votre article, votre événement, votre offre d'emploi en ligne. Vous avez une alerte emploi. Donc, l'alerte emploi, elle va vous servir, par exemple, voilà, si vous souhaitez être alerté sur un type d'emploi en particulier, et si une offre d'emploi répond à ces critères-là, vous allez recevoir une notification. Et de même que pour l'alerte emploi de votre côté, les entreprises recruteurs qui se connectent sur la plateforme peuvent très bien se créer une alerte CV, justement pour être alertés de potentiels profils qui les intéressent, donc vos profils susceptibles de les intéresser. C'est pour ça qu'il est important de compléter au maximum en fait son profil utilisateur et de faire partie par exemple de la CVTech. Donc sur la CVTech, c'est un outil donc, qui permet aux recruteurs, à une entreprise, d'aller piocher directement sur cette CVTech pour voilà, voir qui est à l'écoute du marché, qui est disponible, dans quelle discipline, etc. Ensuite, l'onglet groupe, donc il s'agit de groupes qui sont complètement autonomes. Donc, vous allez pouvoir retrouver, par exemple, votre école doctorale, donc avec des informations spécifiques, des événements spécifiques. Donc, voilà, il vous suffit de faire la demande d'intégrer ce groupe. Et ensuite, vous avez accès à plusieurs informations. Donc, vous pouvez vous-même créer un groupe. Si par exemple, vous faites partie d'une association, vous pouvez très bien créer un groupe. On peut voir qu'il y a déjà des associations. Il y a par exemple Tes Envies, il y a CEGED, l'association d'OCO. Et ce sont des groupes qui peuvent être ouverts à toute la communauté ou sur invitation. Donc, ils peuvent être relativement fermés pour pouvoir partager des documents. Et ensuite, vous avez un onglet donc d'entraide pour voilà, faire du parrainage, par exemple. Si vous souhaitez avoir des conseils, si vous vous questionnez sur certaines choses, ou si, à l'inverse, vous souhaitez témoigner de votre expérience, vous souhaitez accompagner, vous pouvez très bien vous inscrire sur ce système de parrainage dans des thématiques différentes pour vous mettre en relation avec une personne et créer un binôme. Et également, il est possible, dans l'espace de discussion, de lancer un sujet qui sera ouvert à tous, où vous pouvez voilà, échanger, interagir les uns avec les autres. Donc voilà, pour cette plateforme, j'ai fait très très vite parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous était donné.
Mais sachez que voilà, vous pouvez vraiment vous connecter sur cette plateforme. Elle vous aidera pendant et après vos études pour développer votre réseau professionnel, pour retrouver des camarades de promotion, pour votre poursuite de carrière, pour augmenter vos chances également de carrière, de visibilité auprès de potentiels recruteurs, etc. Donc, Merci. n'hésitez pas à vous connecter. Merci beaucoup Chloé. Et puis désolé, on a un petit peu débordé sur l'horaire avec les témoignages. Donc merci d'avoir pris ce temps pour nous proposer la plateforme. Avant de conclure, je voulais juste partager, ou peut-être Chloé, si tu peux repartager les slides d'intro pour vous parler du prochain Afterwork. Alors je l'ai mis dans le chat. Si vous n'avez pas assisté à l'épisode 1 de Voix de Docteur, vous pouvez le revoir. J'ai mis le lien. Vous pouvez aller sur l'alumni, puisque ça remet directement vers l'alumni. Et puis le prochain, et donc évidemment, il va y avoir un replay de cet afterwork-là. Donc n'hésitez pas aussi à le relayer auprès des gens qui pourraient être intéressés, qui n'étaient pas là ce soir. Et puis le prochain rendez-vous, c'est le jeudi 27 mai. Je vous ai expliqué que là, nos 2 prochains témoins seront des témoins extra-académiques avec Emmanuel Chevet qui est... on ne voit plus, voilà, qui est docteur en histoire contemporaine et qui est actuellement collaborateur au cabinet du maire de Dijon, donc qui lui a intégré une collectivité. Et puis notre deuxième témoin extra-académique est Marlène Bacali, qui est docteur en sciences de gestion et qui est actuellement chargée de développement industriel dans une organisation non gouvernementale qui est l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel à Vienne en Autriche. Donc, ils travaillent à l'étranger. Voilà. Ils seront là tous les deux jeudi 27 mai à 17h30 pour parler de leur parcours pro. N'hésitez pas à aller sur le site de l'Alumni, n'hésitez pas à aller sur le site du collège doctoral. N'hésitez pas aussi à répondre au questionnaire de satisfaction que nous allons vous envoyer très prochainement et qui va nous permettre, à partir de vos réponses, d'améliorer encore la qualité de nos événements. On espère que ça vous a plu et que vous reviendrez, que vous en parlerez autour de vous et que vous irez sur l'Alumni et qu'on va faire une grande communauté où on va pouvoir tous échanger, partager, se rassurer. Et voilà, en tout cas, on pense que tous ces événements alimentent un cercle vertueux en faveur du doctorat et de votre carrière. Voilà. Juste peut-être préciser, on va vous envoyer un questionnaire, un petit questionnaire de satisfaction à l'issue dans quelques minutes. Voilà, si vous pouvez prendre 1 ou 2 minutes pour y répondre, voilà, ça nous permet nous aussi de s'améliorer au fur et à mesure. Voilà, pour l'instant, on n'en est qu'à notre deuxième événement, mais ça nous permettra voilà d'avoir de nouvelles idées, peut-être de nouveaux témoignages, etc. Voilà, écoutez, merci beaucoup à tous. On va vous laisser vous déconnecter. Nous, on va rester un peu en ligne tous les 4, Chloé, Gaëtan et Charlotte, pour un ultime débrief. Et puis, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. À très bientôt pour le prochain Afterwork et les prochains événements. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. On n'est plus que tous les deux, Charlotte. Ils sont partis.